C'est bon ça? Mais c'est aussi long que ça? Oui, dure 1 minute. Comment ça va, mon Ben? Bah ça va et toi? Depuis qu'on s'est quitté de nos péripéties de Lille et la tournée des médias à Paris. Ouais, c'était bien. C'était bien et pas bien. C'était instructif, on va dire. Ouais, il y a eu un peu de tout. Il y a un peu de tout. Tu veux qu'on fasse un petit point avant de commencer le podcast? Allez. Allez, on fait un petit point. Bah, je te laisse commencer vu que c'est toi qui étais qui était à l'honneur qui était à l'honneur de cette magnifique journée du 7 février. Ah, si tu veux revenir que sur Lille, j'allais commencer par GPTV, mais Ah bah, si tu veux, nos amis de GPTV, avec plaisir. déjà un grand merci à Mike Borowski. Si tu passes par là, encore merci de nous avoir invités. C'était super sympa de ta part. J'espère qu'on s'est pas trop ridiculisé, qu'on était quand même plutôt pertinent. Enfin, moi j'ai bien aimé l'expérience. C'était une première et j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé, c'est pas facile, c'est un exercice vraiment pas facile. Donc, très gros respect à Mike. C'est un bourreau de travail. Il est incroyable. Le mec, il est sur le 280. Il est impressionnant. Et du coup, bah, après Paris, 60 000 euros d'Uber, apparemment, de restaurant parisien. C'est cher de fou! Ah là, les Putain. burgers à 25 euros, putain. Enfin, Mmh. bref. Enfin, oui, bah, après Lille, hein, tout le monde a vu les images, je pense, les vidéos ont fait des millions de vues. On a été, lâchement agressés par des grenouilles en short et en caissier palestinien. À 5 contre 1, et encore, c'est même pas moi qui visais, c'est Magélia et John, hein, qui est en situation de handicap, je le rappelle. Donc, Mmh. vous voyez un petit peu le courage et l'honneur de ces gens-là, hein. Ils en ont pas. Ah. Donc, les termes. Non, c'est toujours sympa de faire des manifs dans le sens où tu vois des gens, il y a des gens qui se déplacent, qui viennent te voir. Et puis c'est aussi l'aboutissement du travail de tout le monde, hein, des citoyens patriotes, parce que faut savoir qu'on bosse quand même comme des clébards là-dessus. C'est très long. Ben, il fait un travail énorme sur les réseaux, etc. Au niveau de la préfecture, au niveau des adhérents, il fait un travail de chien. Grise aussi avec Kev, ils font toutes les démarches en préfecture, donc c'est beaucoup de boulot. Et non, franchement, c'est toujours bien de revoir les gens. Après, là, franchement, Lille, c'était dommage que ces gens-là viennent tout gâcher. En plus, ils menacent les gens à l'entrée des métros pour pas les laisser venir. Ils avaient encerclé la place et ils laissaient pas les gens rentrer. Donc, et le pire, c'est que je suis pas fier de ça, mais quand on a fait GPTV, je l'avais annoncé. En plus, quand Mike m'avait demandé qu'est-ce qu'il faut pour avoir un sursaut patriotique et un réveil français, j'avais dit, va falloir qu'il se passe un truc horrible. Et le lendemain de notre manifestation, Quentin est décédé. Mmh. Et là, on voit en fait qu'il commence à y avoir une escalade de la violence et en fait, que ça devient inarrêtable et que les gens commencent à prendre conscience, et notamment les gens qui votaient à gauche commencent à prendre conscience de l'arnaque absolue qu'est la France insoumise. D'ailleurs, je le rappelle, on a créé une pétition pour demander la dissolution immédiate de la France insoumise. Je crois qu'elle a un petit peu plus de 24 heures, on est déjà à 20 000 signatures. Donc on compte Mmh. sur vous tous, on mettra le lien dans les descriptions, etc. Et voilà. Et toi, ton ressenti, mon petit Ben? Bah, à la fois énervé, déçu, un peu tout ça. Alors sur GPTV, j'avais déjà fait, l'exercice donc j'ai pas été surpris. Ça s'est bien passé, ça a été il faisait putain de chaud par contre, c'était abominable sur le plateau, j'ai trouvé. Mais hormis ça, ça allait. Et effectivement, le lendemain à Lille, ce qui m'a dérangé le plus, hormis ton agression, hormis tout ça, c'est que en fait, nous, on a les autorisations pour manifester. On se fait chier, comme tu l'as dit, avec Kev, avec Grise pour prendre les autorisations. Effectivement, alors tu m'as dit que moi je m'occupais pas mal du site et tout, mais tu t'occupes aussi de toutes les commandes, toi du site. Mag et Ludo font aussi un travail incroyable sur l'association dans différents domaines. Et je trouve quand même que vraiment on met tout en place pour tout ce soit officiel, et il suffit qu'il y ait 150 abrutis qui eux n'ont aucune autorisation pour bloquer un truc officiel, puisque je rappelle quand même que sur la place on a été bloqué alors qu'au départ on devait manifester dans les rues, on devait faire un cortège, c'était prévu comme ça, c'était même autorisé comme ça, et en fait on a eu la non autorisation le jour même.
Donc en gros, nous, on promet des choses qui sont officielles, des choses qui sont signées. Parce qu'on a le document. Je sais pas si on pourra le mettre en post-prod, en photo ou pas. En tout cas, vous pouvez me le demander si vous voulez en privé, il y a pas de souci. On a le document qui nous autorise à manifester et à faire le cortège dans l'île. On a même, ça, je pense qu'on peut le dire, on a même modifié l'itinéraire parce que ça allait pas. Donc on a aussi pris sur nous pour faire l'itinéraire différemment. On a envoyé quelqu'un pour faire le trajet, pour être convaincu que ça nous allait et tout. Donc on a quand même bossé en amont. On a envoyé des gens là-bas pour qu'en fait 150 guignols nous empêchent de faire quoi que ce soit. Et je trouve que le plus navrant dans tout ça, c'est qu'il y avait plus de CRS, je crois, que d'Antifa et que nous réunis, je crois. Tellement il y avait un cordon impressionnant de CRS, ils étaient tout Il y avait la autour de BAC la aussi, place. hein. Pardon? Il y avait la BAC aussi. Il y avait la BAC, il y avait les RG, franchement, il y avait toute la fanfare, hein. Donc, je me suis dit, autant de monde déployé, autant d'argent public gâché, alors que c'est tellement simple de dégommer les 150 connards qui étaient en face de nous, qui avaient rien à faire là, qui avaient aucune autorisation. En gros, laisser un bataillon pour nous protéger, nous, et on sait ce qu'il y avait à faire. Sauf que il manque de moyens. Là, encore une fois, la police manque de moyens et c'est des gens qui demandent les choses qui sont officielles, qui sont, en fait, qui sont légaux, en fait, qui se font emmerder par la minorité bruyante qui, à chaque fois, fout le bordel. Donc, Et ils nous traitent de fascistes, hein. Et parmi eux, bien un sûr. élu de la République, hein, qui scandait mort aux flics et aux fachos, hein, devant les flics. Mort à l'État, les flics et les fachos. Par contre, dès qu'il y a un problème, dès qu'ils sont en panique, ils Ah bah, appellent qui? ça va se Ils appellent cacher les derrière les mêmes flics auxquels ils crachent à la gueule toute l'année. Et ces gens-là sont une contradiction permanente. C'est affreux. En tout cas, on va plus ou moins en parler dans le podcast, puisqu'aujourd'hui, on va épisode 3 quand même. Félicitations, c'est quand même déjà le 3e. Joyeux anniversaire. Joyeux podcast versaire. Aujourd'hui, on a décidé de faire la censure, justement, en fonction, par rapport à l'île, pardon, par rapport à ce qu'on vit sur les réseaux avec l'abbé, par rapport à ce qu'on vit avec d'autres influenceurs et d'autres créateurs de contenu, parce que j'aime pas trop le terme d'influenceur, mais créateurs de contenu. On a décidé avec l'abbé de faire justement donc l'actu de Benas, ce sera sur Musk et sur Pavel Durov qui ont été censurés, y compris la censure TikTok. On a après, on a ces témoins PD avant sur justement tout ce qui était avant la censure, comment c'était, Ouais. comment ça se passait. Et que maintenant, bah, c'est beaucoup plus sournois. On va en parler juste après. Je te laisse présenter la minute de l'abbé. C'était sur. Je vais justement, je vais pas le dire parce que je réserve une petite surprise avant. Je vais faire un petit texte qui vous demandera, et je vous demanderai de faire pause et de me dire de qui je parle. Et après, je vous dirai de qui je parle. Et vous allez être surpris. Donc, c'est pour ça que je préfère pas le dire. Et dans le gauchiste du mois, on a choisi évidemment le magnifique Raphaël Arnaud. De son vrai nom, je crois que c'est Arnaud. Bon, je l'ai jamais noté. Enfin, C'est Archenot. Archenot, voilà. L'immonde connard, quoi. Mais attends, le petit texte que tu veux faire, c'est sur la minute de l'histoire ou sur le pilori? Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ah, est-ce que je me rappelais plus c'était quoi l'ordre? On fait la minute de l'histoire et après on fait au pilori ou c'était l'inverse? C'est ça. Donc en fait, je te demandais sur la minute de l'histoire en fait. Ça, normalement, c'est bon, tu peux le dire. Non? Je sais pas. Bon, ce sera surprise. Ce sera que des surprises. Alors on verra ce qui se passe. Non, ça va être rigolo parce que j'ai fait l'exercice en plus avec toi ce matin parce que je voulais vérifier. Et tu as dit la réponse que j'attendais et je l'ai envoyé aussi à Alex du comité Trump Suisse. D'ailleurs, on le salue, on le remercie. Lui aussi, il m'a dit tac au tac pareil et ma femme pareil. Donc, je pense qu'on est bon. Ça marche. On fait quoi? On commence par l'actu de Benas. C'est parti? Allez. L'actu de Benas. Ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. Alors aujourd'hui, je voulais parler forcément par rapport à la censure, je voulais parler de Pavel Durov, donc qui est bien sûr le patron de Telegram, donc le franco-russe Pavel Durov. Donc je vais parler de ce qui s'est passé avec lui il y a très récemment, c'était en août 2024. Et je vais vous parler de la perquisition chez X par rapport à Elon Musk et sa convocation en France prochaine. Et je finirai par la censure des influenceurs sur TikTok. Je prends TikTok parce que l'abbé peut en être témoin. Sur les autres plateformes, on n'a pas trop de problèmes de restrictions. Le groupe Meta nous embête pas trop. YouTube embête pas trop. X encore moins. Snapchat un petit peu. Moi, je suis censuré sur Snapchat pour le coup. Mais c'est vraiment TikTok qui bloque.
Je pense que tu peux confirmer, parce que toi, tu es emmerdé sur TikTok, donc je le sais, pour le coup. Alors, moi, je suis plus qu'emmerdé. Mon compte a été banni définitivement. Voilà, J'ai plus de compte du tout. plus rien. Peut-être que tu iras sur X alors, bah, X, et tu y es déjà, je crois, et puis sur Telegram, parce que Pavel Durov, donc le 24 août 2024, a été arrêté au Bourget. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire où on le voit arriver avec son jet privé. Il avait un rendez-vous, et en fait, à la réception de son avion, il y avait la police qui l'a arrêté. Alors, pourquoi je parle de censure? Parce que Telegram se voulait quand même une plateforme où on pouvait faire ce qu'on voulait, et forcément, il y a des gens qui abusent. Donc, ils font des contenus illégaux, des contenus sensibles, et des contenus qui ne vont pas du tout avec la déontologie et la décence. Mais Pavel Dirov met en avant un point, c'est: est-ce que on doit mettre sur le banc des accusés, et est-ce qu'on doit considérer le responsable de ça responsable, justement? Est-ce que le fondateur et le CEO de Telegram est responsable des gens qui utilisent, ou est-ce que c'est le user qui doit être condamné pour ce qu'il fait si c'est illégal? Donc là, il y avait un vrai débat. Il faut quand même savoir que les autorités françaises enquêtaient sur des crimes très graves, donc qui ont été facilités par Telegram, du moins ça a été présenté comme ça: trafic de drogue, diffusion de matériel pédo, promotion du terrorisme, fraude et même blanchiment d'argent. Donc Durov, le problème, il est accusé de complicité dans tout ça. Alors, moi, ce qui m'embête là-dedans, c'est que donc il a été inculpé donc le 28 août, 4 jours plus tard, il a été inculpé de 12 chefs d'accusation. Il a payé une caution de 5 millions d'euros, et il a pu être placé sous contrôle judiciaire, et il était interdit de quitter le territoire français. Macron a d'ailleurs confirmé l'arrestation en disant: non, non, c'est pas une arrestation politique, c'est une arrestation, on va dire, c'est une simple enquête judiciaire. Les conséquences, quand même, c'est que 4 jours après, Telegram annonce un crackdown sur les contenus illégaux. Donc il y a beaucoup plus de modération, suppression des chaînes problématiques, et une coopération accrue avec le gouvernement, ce qui fait que la liberté qui était promise et vendue par Telegram n'est plus tenue. C'est-à-dire que maintenant, en fait, c'est une sorte de censure. Alors là-dessus, mon avis est un peu partagé, parce que moi, je suis pour qu'on parle de tout le temps, sur tous les réseaux. Ça, dessus, il n'y a pas de problème. Après, tout ce qui est contenu problématique avec les faits divers que je traite, forcément, c'est compliqué. Maintenant, est-ce que Durov doit être censuré pour ça, inculpé, il doit payer une amende, ou est-ce qu'on peut laisser les gens vivre? Ça, je vous laisserai débattre dans les commentaires, parce que je pense que c'est un sujet qui est extrêmement compliqué et tendancieux. Mais c'est en tout cas une partie pour dire que là, on n'a plus le droit de dire ce qu'on veut. Mais forcément, quand on ouvre cette boîte de liberté, il y a des gens qui abusent. Le problème, c'est qu'on paye toujours pour une minorité qui fait n'importe quoi. Parce que la plupart des gens sur Telegram ne font pas n'importe quoi. Ils échangent peut-être des choses en privé, mais c'est pas tout des contenus illégaux. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point que je voulais utiliser, c'était la perquisition chez X, qui a eu lieu le 3 février dernier. Donc il y a quoi, on est le 18, donc il y a 15 jours. La justice française a donc perquisitionné les bureaux parisiens de X. C'est l'unité nationale de cyber de la gendarmerie, avec Europol et la section du cybercrime du parquet de Paris, qui ont mené l'opération. Infraction apparemment très grave: diffusion de contenu pédo, propos négationnistes, haineux, deepfake, manipulation des algorithmes, et, Oui, et extraction frauduleuse des données. Ah, ils ont tout mis. mais Ils ont à tout chaque mis. fois, je suis sûr et certain qu'ils avaient même pas ces éléments-là, c'est qu'ils voulaient lui faire fermer sa gueule. Oui. Il me semble que la perquisition survenait le lendemain de grandes déclarations d'Elon Musk, justement. Oui, en fait, c'est uniquement politique, là, pour le coup. Là, même si j'avoue que sur X, on voit des contenus qu'on ne devrait pas voir, parce que moi, je suis sur X, des fois, je regarde des vidéos, d'un seul coup, tu tombes sur un truc de cul, tu te dis: «Mais qu'est-ce que ça fout là, en fait?» Ou des vidéos de violence, ou des choses comme ça, tu te dis: «Bon, ça a rien à faire là». Donc ça, c'est un fait. Par contre, c'est factuel. On tombe sur ce genre de vidéos. Maintenant, c'est toujours pareil. Est-ce qu'ils arrêtent X? Est-ce qu'ils le perquisitionnent? Et d'ailleurs, il est convoqué avec Linda Yaccarino, qui est CEO de X. Ils sont convoqués en audition libre le 20 avril 2026 prochain, en tant que gérant. Et donc, de fait, ils doivent répondre des accusations dont on leur porte. Ce qui est assez aussi incroyable là-dedans, c'est qu'on sait que Musk est proche de Trump. On sait que Trump pose problème à l'Union européenne, pose problème à Macron, puisqu'il va totalement à l'encontre de tous ces mondialistes et de tous ces gens qui sont extrêmement néfastes pour le pays et pour l'Europe, je le rappelle quand même. Donc, ça mélange tout. Et donc, derrière, forcément,
un espèce de sentiment de censure parce que sur X, effectivement, t'es pas censuré, tu peux dire ce que tu veux. Alors que sur d'autres plateformes, comme TikTok, j'essaie d'avancer un peu vite pour pas que ce soit trop long, mon propos, mais sur TikTok, la censure est bien présente. Je rappelle que l'application est chinoise. Je rappelle que le TikTok France est différent de la Chine et je rappelle que TikTok États-Unis maintenant est différent de la Chine aussi. Ce sont des choses qui ont été rachetées, modifiées. Enfin, c'est plus du tout la même chose. Ce qui veut dire que je crois d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, au moment où j'ai regardé ces informations, dans le board de TikTok France, il y a par exemple Xavier Niels, par Enfin, exemple. Donc en fait, quand vous êtes en train de faire des vidéos sur TikTok, sachez que tout le monde regarde, tout le monde vous voit et tout le monde peut vous censurer. Puisqu'il y a des vidéos comme l'abbé, bon, il n'y a pas que des vidéos, il y a aussi son compte qui a été supprimé. Je rappelle que TikTok rémunère, donc on enlève non seulement votre liberté d'expression, mais aussi votre argent. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est compliqué. On vous enlève, même si on vous paye ce qu'on vous doit au moment où on supprime la chaîne, vous avez toujours derrière plus la possibilité de vous exprimer auprès de votre public. Donc c'est une vraie censure pour le coup et qui est basée sur juste ça en fait. C'est juste ça et on vous l'enlève et vous n'avez plus le droit de parler de quoi que ce soit. Je rappelle que quand même tous les contenus de gauche, eux, sont maintenus. Ils sont même poussés. Je tairai le nom d'un gars que j'ai en tête qui lui dit des trucs absolument immondes, y compris sur les films et y compris sur les gens de droite et de ce qui peut se passer sur l'actualité. Et lui il n'est absolument pas du tout emmerdé et il gagne des sommes, je crois, à 6 chiffres grâce à TikTok tous les ans. Donc on est vraiment sur deux poids deux mesures et il faut que ça s'arrête puisque je sais que TikTok en France devient de plus en plus problématique pour beaucoup d'entre nous. On ne peut plus s'exprimer, on ne peut plus rien dire. Il y a même des sujets, je tiens à le dire, qui sont, et je vais arrêter là-dessus après sinon j'ai trop parlé, mais par exemple, si vous voulez parler de Brigitte Macron et de l'affaire Brigitte Macron sur TikTok, vous êtes automatiquement censuré. Donc c'est en fait, la censure de maintenant est absolument immonde. Et je m'arrête là. bah, je voulais rebondir sur ce que tu disais au début. Le fait que, est-ce que c'est les créateurs de plateformes qui sont responsables des commentaires ou des contenus illicites des users? Parce que ça correspond plutôt bien, j'ai envie de te dire, à la politique répressive de gauche hein, depuis 40 ans. En fait, c'est la politique de la déresponsabilisation totale. En fait, c'est jamais de ta faute. Tu mets des contenus pédos, criminels, de la drogue. Non, c'est pas de ta faute. C'est la faute du mec qui a créé le truc qui te permet d'ouvrir ta gueule. En fait, on est vraiment dans moi, c'est devenu une culture, vraiment dans une culture de déresponsabilisation totale. Que, en fait, non, rien n'est de ta faute. C'est toujours la faute des grands méchants oligarques, des grands méchants riches. Et toi, tu n'es pas responsable. Donc, en fait, on pousse les gens toujours vers la déresponsabilisation, vers le non-accomplissement de soi-même, vers la non-assumation des actes. Et en fait, ça crée des générations de gens, bah, comme les antifas, hein, qui se rendent même plus compte à quel point ils sont dangereux, parce qu'on ne leur a jamais fait assumer leurs actes. Ils sont jamais condamnés de rien. Et tout ça, c'est corrélé. Et pour Mmh. revenir à TikTok, bah, mon compte a sauté. Et pourtant, j'ai dit des choses, attention, des fois, j'y suis pas allé avec le dos de la cuillère, hein. Mais là, mon compte a sauté à la suite. Enfin, il y a eu deux facteurs. Donc, je sais pas c'est lequel qui a été pris en compte, mais j'ai soutenu publiquement Sarah Knafo. Et le même jour, j'ai fait une vidéo pour dire, pour parler de la tragédie qu'il y a eu au Canada, un transsexuel, un homme transsexuel devenu femme a assassiné 9 enfants dans une école. Et je disais que la plupart, enfin c'est même pas la plupart, ça c'est des études et c'est vrai, je n'invente rien. 50% des transsexuels qui ont été opérés, etc. Il y en a 50% qui présentent des troubles psychiatriques. Et Mmh. j'en veux pour preuve, encore hier, pendant un match de hockey, il y a un père, il faut voir la gueule, hein, un mec extrêmement bodybuildé, une tête comme ça de vache, avec une vieille perruque blonde dégueulasse, il a assassiné sa famille Mmh. pendant un match de hockey devant tout le monde. Ouais et d'ailleurs, sur ma chaîne secondaire, j'ai aussi parlé de cette tuerie à l'école au Canada avec, cette personne transsexuelle, et j'ai été aussi, limité sur, la diffusion de ma vidéo Comme dans mon quoi, t'as compte pas le droit de de, on ne peut pas dire ce que l'on veut. non, pas du tout même, pas du tout. Non, Et non, non. TikTok France, c'est devenu un repère de débiles où il y a que de la merde, du gauchisme et du cul. Et TikTok Chine, à la base, ça a été créé pour faire des vidéos à titre éducatif. Mmh. Pour les Ça a bien gamins sur changé. TikTok Chine, en fait, il est pas du tout comme les nôtres. C'est que des trucs pour apprendre à faire des choses. Les mecs qui voient TikTok France en Chine, ils pètent les plombs. Ils disent non, mais c'est quoi cette merde? Mmh. Et Bah, en fait d'ailleurs,
C'est l'abrutissement de la société, qui passait par là, puisqu'on sait que le fait de scroller, diminue pratiquement tes neurones, ta capacité à réfléchir, en fait, te lobotomise, de manière moderne et donc en fait, tu es là à t'abreuver et j'en suis le premier, attention, hein, c'est pas une critique, voilà, moi aussi Ok, c'est pareil. je scrolle énormément sur le téléphone et beaucoup trop d'ailleurs. J'ai mon téléphone qui est greffé à ma main, donc c'est absolument même moi, j'ai envie de me taper quand je vois ça. Mais effectivement, chez nos jeunes, ils font pas la part des choses et ils sont abreuvés de choses et je vois par exemple certains de jeunes, y compris mon fils, qui eux ne pensent que, finir à Dubaï et milliardaire en faisant rien et tu te dis: «Bon, il y a un moment donné les gars, il y a quand même du boulot qu'il faut faire derrière pour y arriver». Et il y en a un qui réussit sur 100 000, tu vois? Donc je trouve, voilà, autant Instagram aussi mettait tu sais une espèce de fausse image de réussite de vie et TikTok a pris le relais, mais cette fois en vidéo, donc cette fois en vidéo, c'est encore plus d'impact. Et tu sais que scroller, il y a eu des études qui ont été faites, ils ont observé des gens pendant qu'ils scrollaient avec des capteurs pour voir l'activité cérébrale. Et quand tu scrolles, ton cerveau il sécrète la même hormone que celle du sommeil. En fait, ton cerveau se met en veille. Tu réfléchis plus du tout. Ah bah non, tu réfléchis plus, non. En fait, t'as Non, l'air non, d'un putain de zombie en fait. mais c'est exactement ça, exactement. D'ailleurs, est-ce que la censure a été différente, dans le temps? Est-ce que, tu veux qu'on parle de ça? Eh ben allez, c'est parti. Parfait. C'était moins pédé avant. Il me fait toujours bander ce truc-là. Ah putain, les jingles me font rêver, me Bah, font celui-là, rêver. j'aimerais bien le refaire quand même, un truc un peu plus violent. J'aimerais rajouter de Ouais. la violence. On refera de toute façon les jingles et les voix off parce que je crois qu'on a Non, 2-3 et vous touches, n'êtes pas prêts sur qui c'est ouais. qui nous a dit oui pour nous les faire. Je vais pas le dire encore, mais Non, on n'annonce rien, on vous n'annonce savez rien. qui c'est quoi? Vous avez entendu. Vous avez entendu, c'est obligé. C'est obligé, c'est entendu. Donc la censure, c'était moins pédé avant, parce qu'avant, ils étaient beaucoup plus directs. Ils perdaient pas leur temps, à toutes les sournoiseries actuelles et on était vraiment sur des choses, concrètes. Tu préfères que je commence par l'ex-URSS ou par les nazis? Comme ça, au moins, c'est clair. Bon, j'allais dire, c'est assez corrélé, oui et non, parce que les nazis ont combattu l'URSS. Donc, bon, on va commencer par l'URSS. L'URSS. Donc je rappelle que, l'URSS, donc c'est enfin, c'est comment dire? La censure dans l'URSS, pardon, c'est un pilier, hein, du régime communiste, hein et je pense qu'il y avait ça et la violence, en gros, grosso merdo. Vous avez été au pire dans la vie. Il y avait que ça et donc sous Staline principalement dans les années 30 et 50, c'était extrêmement présent et il y avait le but de contrôler absolument tout ce qui pouvait être dit, écrit, montré, pensé. Et il y avait qu'une seule version officielle, celle que le parti communiste, dressait. Tu n'avais pas le choix de penser autrement, même à l'époque et d'ailleurs sous l'Allemagne, du petit moustachu aussi, tu étais vite dénoncé, tu étais vite, balancé parce que dans ces cas-là, c'est le même exemple qui s'est passé pendant le covid quand on se faisait piquer. C'est-à-dire qu'ils font un espèce de comment dire? De braquage de nos cerveaux et après ils mettent même vos proches contre vous, quoi. Et ils disent: «Ah attendez, il a critiqué donc l'enfermer et l'emmener au goulag». Donc critiquer Staline ou le parti, c'était interdit. Parler de la famine en Ukraine, c'était interdit à l'époque. Montrer un ouvrier qui se plaint, c'était interdit. Publier un roman qui parle d'amour individuel ou de doute, c'était interdit. Bref, tout ce qui ne glorifiait pas le collectivisme, le parti, le grand avenir communisme et toute l'utopie communiste, c'était principalement censuré et où ils blaguaient pas, c'est qu'en fait, tu te faisais, pas seulement censurer des réseaux parce que ça existait pas à l'époque, ils venaient te chercher et tu disparaissais littéralement. Là, on est sur de la vraie censure et c'est quelque chose où, à mon avis, il y a des et je vais dire des millions puisque, ça me permet de remettre un petit point là-dessus, et je vais pas me faire que des amis, mais Adolphe n'a pas tué grand monde par rapport à Staline et à Lénine cumulés, hein. Ah non, Donc, le communisme, c'est ce qui est. Ah, quoique. J'ai des chiffres, mais on sait que le communisme, c'est ce qui a créé le plus de morts dans le monde. Ça, c'est une évidence. mais j'ai des chiffres qu'on pourra vérifier, je vais pas les donner, mais on est sur, des chiffres extrêmement importants en ex-URSS. En plus sur des chiffres, officiels, donc il y a tout ce qui est officieux et qu'on ne sait pas puisque, je rappelle que tout ce qu'on sait est toujours tronqué de la vérité. C'est bon à retenir comme, réflexion puisque dans tous les cas de figure ça se ça se prouve. Voilà donc il y avait forcément une censure, obligatoire préalable et ça, même les auteurs, les éditeurs pardon, pratiquaient l'autocensure par peur, donc on était vraiment dans un climat
complètement fermé. Donc arrestation pour agitation anti-soviétique, c'est l'article 70 du code pénal. Donc il y avait les goulags, qui étaient un camp de travail, et il y avait l'exil intérieur ou déportation. Il y a beaucoup d'écrivains qui ont été condamnés pour avoir publié des textes satiriques, par exemple. Je ne vais pas donner tous les noms parce que c'est un peu imbuvable, je trouve, après. Mais voilà. Donc il y avait un organe central qui s'appelait le Glavlit, qui était la Direction générale pour la protection du secret d'État dans la presse, qui était une immense bureaucratie avec des censeurs dans chaque journal. Enfin bref, c'était le cinéma, les éditions. Bref, il vérifiait absolument tout. Et bien sûr, le KGB commençait et vérifiait tout ce qui se passait. Et d'ailleurs, n'hésitez pas d'ailleurs à changer les versions qui étaient officielles. Enfin bref, ce que font en gros actuellement pas mal de gens encore, ils effaçaient en fait littéralement les ennemis du peuple. Voilà, pour tout ce qui était pas dans le truc. Et on voit d'ailleurs maintenant, mais je te laisserai rebondir là-dessus, mais on voit que les antifas ont pris la relève. Sur l'Allemagne nazie, donc je rappelle c'était 33-45, 1933-1945. Quand Adolphe est arrivé, déjà je le connais, tu sais. Quand le H est arrivé en 33, donc je rappelle qu'il avait déjà écrit Mein Kampf avant en prison, pour ceux qui ne le savent pas, donc il avait déjà prévu de faire ce qu'il a mis en place. Il était Donc seul. là, pardon? En fait, c'est quand il a essayé de faire un putsch à Mmh. l'époque de la brasserie. Il a essayé de prendre le pouvoir par la force et en fait, il s'est fait rater, il s'est fait mettre en taule. Ouais, et là, il a écrit son bouquin que j'ai lu en partie il y a très longtemps maintenant parce que j'étais curieux, et j'avoue qu'à l'époque, c'était imbuvable. J'avoue que là, j'ai pas du tout, en fait, j'avais pas assez de recul pour le lire. Je pense que j'étais trop jeune, et en fait, c'est extrêmement violent comme propos. Mais vu que j'étais à l'époque en études de lettres, on devait je m'étais dit: «Tiens, je vais le lire», et bon, j'ai De pas toute été façon, jusqu'au bout. il avait des problèmes mentaux, de toute façon. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Donc tout ce qui était considéré comme, non allemand, ou dégénéré ou contraire à l'idéologie nazie était censuré. Les œuvres d'auteurs juifs, communistes, pacifistes. L'art moderne, qualifié de dégénéré. Les idées démocratiques, libérales, individualistes étaient censurées, et toutes les critiques, bien sûr, du régime ou du Führer étaient aussi, enlevées. Je rappelle qu'ils avaient donc la Gestapo et les SS qui traquaient les opposants. Dès Les 1933, pardon? les SA. Les SS, c'est les jeunesses hitlériennes. Les SA, c'est les sections d'assaut. Ouais, alors moi j'ai C'est les marqué, qui ah, assassinaient tout le monde dans les rues. ouais, les SS ont tué les SA d'ailleurs, et après ils ont pris le relais. Bah, les SS ont été fondés après les SA. Bah, si, alors je vais peut-être faire une connerie, mais il me semble que la nuit des longs couteaux, c'est justement les SS qui ont dégommé les SA. La nuit des longs couteaux, c'est Hitler qui a fait dégommer les SS parce qu'ils devenaient trop puissants. Et OK, qu'ils ont essayé, en fait, ils ont pris tellement de place, qu'en fait, bah, c'était une force paramilitaire quasiment autonome. Et ils ont OK. voulu un petit peu influencer Hitler sur le pouvoir. Lui, il était tellement dégénéré qu'il a pas supporté quand il donne des ordres et il en a buté beaucoup. C'est bien que tu me reprennes parce que j'étais pas totalement là-dessus. Il y avait, justement donc des exemples de films qui ont montré tout ça, et donc les moyens concrets qu'utilisaient, les Allemands à l'époque. Donc il y avait le ministère, du Reich pour l'éducation du peuple et de la propagande, qui était tenu par Goebbels. Pour ceux qui, savent qui c'est, c'était pas du tout un mec sympa. D'ailleurs, il me semble que c'est, petite anecdote, vous pourrez chercher sur les réseaux, sur YouTube. Il y a une interview de Goebbels où il se rend compte que le caméraman est juif. Ouais, Quand vous regardez son regard. le mec, il se décompose. Ouais, mais Goebbels, tu vois la haine qu'il a en lui, et quand on voit ce genre de regard, tu dis qu'effectivement, il y a des gens qui sont vraiment habités par le mal, Mais et là, c'est impressionnant. je crois qu'il en avait trois. Il y avait Goebbels, Himmler. Himmler, je crois que c'était pour les militaires. Goebbels, c'était tout ce qui était propagande médiatique. Mmh. Et il y avait Mandela qui était le médecin de la mort, qui était Ça, c'est ignoble. encore autre chose, ouais. Donc il y avait ça, il y avait alors désolé pour mon accent allemand, mais il y avait le Reichskulturkammer, qui était une chambre culturelle obligatoire. Donc en gros, si tu étais pas inscrit, tu n'avais, pas le droit d'écrire, de peindre ou de faire du cinéma. C'était une sorte d'endroit où tu devais mettre ton nom, et tu devais être en fait, certifié pour pouvoir communiquer et faire ce que tu voulais, faire ton art à l'époque, allemand. Et il y avait le Reichspresskammer qui était là pour contrôler la presse. Voilà comment c'était la censure avant. Je Le te laisse. fascisme, surtout. Là, c'est Oui. surtout que c'était moins pédé avant, dans le sens où c'était horrible de tout temps, mais c'était assumé. Il y avait pas de, il y avait pas de jeu médiatique du fait qu'on va essayer de faire passer le mec pour un méchant, alors qu'il a rien dit, et essayer de le diaboliser en manipulant l'opinion politique. Il y avait pas de, quand je vois maintenant les méthodes utilisées qui sont d'un pernicieux et d'un sournois, mais c'est naze, c'est naze. Et en fait, les gens, après c'est corrélé aussi avec le niveau intellectuel qui descend, mais les gens en fait sont tellement
sont devenus tellement stupides grâce au réseau, grâce au scrollage intensif, qu'ils prennent une chose comme factuelle sans la vérifier. Et en fait, on fait dire n'importe quoi, et les gens croient. Et quelqu'un qui va aller défendre une idée qui peut être révolutionnaire ou dangereuse pour le pouvoir politique en place, on va pas essayer de lui donner tort, on va essayer de de décrédibiliser. J'en veux pour preuve de beaucoup qui ont été donné des théories raciales, enfin raciales entre guillemets, hein. Par exemple, genre, pour la théorie du grand remplacement, entre guillemets, il y a 20 ans, on en parlait. Ouais, mais lui qui dit ça, c'est un nazi. Non, mais lui, en fait, il mange des enfants crus. Et toi, 20 ans plus tard, on voit qu'ils avaient presque raison au niveau du remplacement de la population. Mais de tout temps, on a voulu, enfin, de maintenant, enfin, comparé à maintenant, on voulait absolument les faire taire, mais de manière euh, avec moins de couilles, tu vois, parce on pouvait plus les tuer parce qu'on vit maintenant on vit dans une république et un état de droit que sous le fascisme, oui, enfin bref, un état de droit officieux. Que Mhm. Hitler, lui, il en avait rien à foutre. Il voulait buter quelqu'un, il le butait, quoi. Staline, il voulait buter quelqu'un, il le butait. Et puis il disait même au gars, je l'ai buté, si tu veux pas que je te bute, bah ta gueule. Maintenant, c'est l'inverse, en fait. Comme ils savent qu'aux yeux du peuple, le premier qui fait acte de violence, il a perdu. En fait, ils obligent les mecs à devenir violents, soit dans leurs propos, soit dans leurs gestes, mais à leur faire péter les plombs, mais quitte à vouloir détruire leur vie. Et ça devient tellement lâche et tellement pernicieux. Et ce qui était moins pédé avant, c'est qu'il y avait, maintenant, en fait, tu peux tout dire et tu peux envoyer n'importe quelle propagande sous couvert de l'anonymat. Tu n'as plus Oui, besoin d'assumer tes propos. exactement. Tu On en peux, revient à ce que tu disais tout à l'heure pour la déresponsabilisation des gens. bah Voilà. exact, mais tout est corrélé en fait. Mhm. Ça t'empêche de te prendre en main. Et il y a des trucs encore plus lâches et encore plus horribles qui a été créé il y a quelques années maintenant. C'est le doxing. C'est si quelqu'un est pas d'accord, en fait, je pense là à Lorraine qu'on salue, qui est sur les réseaux, les asiatiques à droite, que j'aime beaucoup. Elle a été doxée parce qu'en fait, elle était pas en raccord avec la doxa ambiante. Elle a Mhm. dit ce qu'elle pensait. Et il y a eu une vague de haine sur elle. Il y a carrément des journalistes de Libération, si je dis pas de conneries, qui Oui. ont donné l'adresse de chez elle. Alors, ils ont fait comprendre où elle travaillait. Enfin, en fait, ils ont facilité les informations pour qu'on la retrouve, en fait. Mais c'est Ah une honte d'accord. de faire ça. Donc, en Ah fait, bien sûr. c'est une Gestapo déguisée. Parce Ils que envoient, l'idée, Libération est subventionnée par nos impôts, hein. bien sûr. Et Mmh. ça me dégoûte parce ils l'ont presque envoyé à la mort. Parce que Oui. maintenant, qui dit que tu vas pas retrouver il suffit d'un seul taré, il y en a des millions sur les réseaux. Il suffit d'un seul taré pour te tomber dessus à ton travail. Voilà, j'ai appris aujourd'hui qu'il y a des antifas de merde, et je vous chie dessus d'ailleurs, des antifas de merde qui ont carrément appelé le père de Yona Nemesis en J'allais en lui parler. citant le nom de la rue où il habitait. Il dit, vous Mmh. habitez bien là, vous êtes bien le père de Yona, on va vous retrouver, on va venir chez vous, on va venir vous voir. Mmh. Et ça, ces informations-là, c'est des grandes instances qui les ont données pour leur faire fermer leur gueule. Je suis sûr, c'est les filles, etc., qui ont donné mais tu vois à quel point c'est lâche. Avant, Oui, c'était pas lâche. Tu prenais une baffe heu, aux yeux. on a bien vu l'abbé à Lille, on les voit bien qu'ils sont pas courageux les antifas, on le voit. Ils on voit qu'ils enfin, qu'ils ont pas le cerveau qui est allumé, on voit qu'ils n'ont aucun courage, on voit qu'ils n'ont rien donc ils utilisent en fait les mêmes méthodes fascistes que les autres avant sauf que comme tu l'as dit, tu peux pas faire de violence maintenant, enfin, tant qu'ils sont pas au pouvoir parce que si un jour LF est au pouvoir, je peux vous dire que ce qu'on vient de dire avant, ça va se reproduire. Et ils en font à chaque fois la preuve en voulant, censurer leurs opposants et empêcher les gens de parler donc voilà. Et ce qu'on a vu nous, parce qu'avec avec l'abbé, on l'a vu pour le coup en face, parce que c'était l'abbé l'a vécu lui physiquement et moi j'étais vraiment à quelques mètres de lui, donc je l'ai vraiment vu aussi. On voit que qu'ils sont non seulement ils sont masqués, donc comme tu dis, ils n'assument plus rien. Il y a rien en fait. Ils sont complètement vides et il y avait aucune raison de nous attaquer. Il y avait rien. On n'avait rien dit, rien fait. Donc on est vraiment sur cette censure où ils veulent pas que des gens qui aiment le drapeau français aillent manifester pour. Et on est vraiment sur l'aliénation des gens, c'est absolument incroyable. D'ailleurs, LFI là-dessus a une part de responsabilité tellement immense. Donc, je rappelle, comme l'a fait l'abbé tout à l'heure, vous pouvez aller voir sur nos différents comptes, on a lancé une pétition pour dissoudre ce parti politique absolument infâme. Et moi, c'est surtout, pour revenir à ce que tu disais, c'est pas tant la violence qui m'a surpris parce que j'ai envie de te dire, au fond de nous, chaque homme est capable de faire est capable de violence. On a tous ça en nous, malheureusement. Moi, c'est plutôt la stupidité. Mais en fait, c'est un truc qui m'a toujours affolé et ce que les Chinois font beaucoup.
Les Chinois, ils disent, on ne récompense pas le savoir, on punit l'incompétence. Et en fait, c'est exactement ça. Les mecs, moi, ce qui me rend ouf, c'est qu'ils sont même pas capables de tenir une idée cohérente. Ils sont pas capables de débattre 3 mots, même 2 phrases. Hein. T'es d'accord, non? C'est pas possible. Et quand tu leur demandes euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous me reprochez, ouais, c'est que des insultes. Ouais, ta gueule, ouais, dégage. Mais mec, si t'as une haine contre moi, elle est bien dirigée pour quelque chose. Elle est bien véhiculée par un propos que j'ai pu dire ou par des idées que je porte. Si t'es pas capable de me donner les idées que je porte ou les propos qui ont pu te mettre dans un état aussi cinglé, est-ce que Mais justement c'est pas une maladie mentale et de la violence gratuite? ils nous connaissaient pas, l'abbé. Ils Bah nous oui, mais connaissaient pas, les mecs. c'est ça Ils que savaient je pas qui comprends on pas. était. Quand t'as Absolument vu pas. les pancartes qu'on a arrachées, ils avaient mis des pancartes, enfin des flyers partout en disant les citoyens patriotes, les groupes d'extrême droite fascistes, je sais pas quoi. Et quand tu les vois, ils sont pas capables de te sortir un truc. Même Bah non, Aurélien Lecoq, d'ailleurs, ça me fait un plaisir. Tu peux même pas savoir. Qui sache qu'on existe, qui sache que les citoyens patriotes sont en train de lui pisser sur le crâne. Il a dit qu'ils sont dangereux pour la République. À Mmh. quel moment on est dangereux? À quel Ah, moment on a fait du tort à qui que ce soit? ouais, parce que quand même, je tiens à préciser que non seulement on n'a rien d'extrême droite, déjà premièrement, deuxièmement, on n'a absolument aucun slogan, on n'a absolument aucun argument, il y a rien qui peut nous être reproché pour nous classer à l'extrême droite, donc c'est absolument stupide. Ils ont juste vu le drapeau français et ils s'en sont arrêtés là, pour vous dire le niveau des gens absolument stupides. Et je sais plus qui avait dit ça, je crois, dans nos messages privés. Pourquoi est-ce que lui, Aurélien Lecoq, en tant que député, aurait pu franchir la barrière de CRS et venir parler avec nous? Il aurait très bien pu le faire, il n'aurait jamais été agressé, on aurait discuté avec lui, mais il a même pas eu le courage et le cran de venir nous voir, nous dire bon les gars, qu'est-ce que vous revendiquez? Et s'il nous dit mais attendez, mais c'est pas du tout les RN, c'est pas les partis extrême droite ou je sais pas qui ils avaient en tête, et ben ah bon bah alors on s'en va alors. Bah ouais, vous pouvez vous barrer parce qu'en fait on n'est pas du tout là-dedans. Mais il y a pas de dialogue comme tu dis, Oui, il y a rien. en fait, c'est vraiment l'essence au niveau le plus pur du fascisme. Bien sûr. Mais regarde parce qu'on sait que c'est des gonzesses maintenant quand elles sont venues, parler proche de toi. C'est des gonzesses qui hurlent, et comme dirait, MC Jean Gabin, ça reste des gonzesses, mais j'aime bien quand il dit ça. Elles étaient 3-4. Bon, elles font, 32 kilogrammes, elles puent la pisse, c'est midi. Tu dis: «Bon, on va pas leur taper dessus», mais elles font tout pour que tu leur mettes une claque. Et ça, c'est absolument incroyable de chercher à ce point la violence, parce qu'une fois qu'ils vont la trouver, ils vont s'éteindre et ils vont dire: «Oh, le méchant d'extrême droite», alors qu'en fait, c'est eux qui sont venus chercher le truc. Et je trouve ça absolument, scandaleux parce que leurs méthodes sont proches de ce que j'ai dit avant, du fascisme. C'est même pas proche du fascisme, c'est calqué sur le Je fascisme. dis D'ailleurs, je dis que c'est proche parce qu'ils ont pas le pouvoir encore. Le jour où ils ont le pouvoir, ce sera du mais on est fascisme mort, pur. on est là, la France à sombre. Le pire, c'est que au-delà du fait qu'ils sont stupides à souhait et qu'ils comprennent même pas les idées, je pense qu'ils ont même pas d'idées, ils revendiquent rien en fait. Hein. Ils disent ah bah l'État, les flics et les fachos, mais tu leur demandes d'expliquer, ils en savent rien. Déjà ah bah l'État, vous touchez tous la CAF, bande d'enculés. De quoi vous parlez? Vous êtes tous au RSA et au chômage. Et il y a une inversion complète des valeurs. Mmh. Mais ils sont tellement, en fait, tout ce qui peut représenter de près ou de loin le patriotisme ou la droite est forcément décrit et cloué au pilori. Mais c'est incroyable. Déjà, le patriarcat, à mort le patriarcat. Mais putain, t'as été élevé par un père, il me semble. Le patriarcat, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que les hommes commandent absolument et que les femmes, c'est des chiens. Putain, mais vous êtes vraiment, ne pas réfléchir à ce point-là, je trouve ça tellement malheureux. Et toi, quand ils sont arrivés à 10 là, suite à l'agression, les mecs, ils étaient au loin. Et quand j'ai dit à un mec qui était en train de m'insulter, viens me le dire à mes pieds là, et je lui faisais ça avec mes mains, je lui dis viens à mes pieds là, si t'es un homme. Et bah c'est une femme qui est venue, elle s'est collée à moi, et elle a dit, bah je suis là maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Mais meuf, essaye de te servir du si peu de matière grise qu'il te reste. Je fais 95 kilos, t'en fais 50. Si je te mets un chassé, ta tête a fait 2 tours. Non mais à quoi dans ton cerveau tu t'attends? Tu t'attends à ce que ça se finisse comment? Si je te mets un chassé, j'ai la force physique pour t'enlever la vie. Mais je comprends même pas que leur cortex frontal est même pas connecté au point de se dire, là je me Oui. mets en danger tout seul. C'est très Ils très sont grave.
ils sont complètement, aliénés. C'est-à-dire qu'en fait, ils suivent aveuglément, quand tu vois les réactions dans les facs, quand tu vois les réactions de gens dans la rue qui décollent les affiches de Quentin en disant: «C'est bien fait pour lui». J'ai même vu un connard là, comment il s'appelle? Viktorovich, ou je sais pas comment là, en stream en train de rigoler de la mort de Viktorovic. Quentin. Ouais, D'ailleurs, non, je vais m'occuper de lui, là, ouais. Viktorovic de sa grand-mère. Ouais, de toute façon, lui, voilà, je m'en fous si j'écorche son nom, j'en ai rien à foutre, il mérite pas du tout mon respect. Mais, tu vois, ce genre de personnes qui donnent exemple à la minorité qu'on a vue nous, là, la dernière fois à Lille, on se dit: «Bon, c'est sûr que des gens comme ça, en fait, ils sont extrêmement dangereux». Et imagine si ces propos avaient été tenus par un mec de droite ou T'es mort, revendiqué t'es mort, d'extrême t'es droite. mort. T'es banni de toutes les émissions, t'es interdit C'est d'antenne, sûr, interdit de télé, t'es interdit de tout. Et comme par bien hasard, sûr. Viktorovic et toute cette clique de connards, Mmh. ils viennent d'où? Ils viennent du service public, financé avec l'argent de l'État, et ils faisaient Eh oui. que des émissions orientées à gauche, où tous les invités de droite se faisaient découper. Donc il y a une propagande non assumée du service public et de la gauche, mais je pense que c'est aussi voulu par la Macronie pour créer une guerre Mmh. gauche-droite pendant qu'eux, ils passent toutes les lois liberticides qu'ils peuvent. Mais Ils bien sûr. détournent le plus d'oseille qu'ils peuvent parce qu'ils savent très bien qu'ils reviendront pas au pouvoir 2027, c'est pas possible. Mmh. Donc je pense que tout ça est orchestré et voulu, mais je trouve ça affligeant de conneries de ne pas avoir je sais même pas, j'aimerais bien être dans la tête d'un gauchiste pour savoir est-ce que Oh non. il réfléchit. Mais de ces gauchistes-là, savoir s'il y Ah. a pas un grillon qui fait du bruit ou s'il y a vraiment un début de réflexion de quelque chose. Mais non, il y a rien, il y a rien. Il y a rien. Rien du tout. Moi, je veux pas du tout être dans leur tête parce que franchement, quand je les ai vus parce que les voir à la télé ou sur les réseaux, c'est une chose et les voir en vrai en disant: «Mais ils sont vraiment si cons que ça, quoi». Parce que là, on est en face de lapins, de laboratoire à qui on aurait, enlevé une partie du cerveau, hein. On est sur un truc, non, mais vraiment, on est sur un truc, tu te dis: «Ah, mais ils sont complètement cons, hein». Ouais, mais ils sont complètement cons. Ouais, il y a pas d'autre terme, en fait et ces gens ont le droit de vote, hein. Donc tu fais: «Waouh! Ah ouais, C'est d'accord». ça le plus C'est malheureux, en compliqué. fait. C'est qu'ils ont le droit d'élire quelqu'un qui va décider des choix de la nation. C'est chaud, hein? C'est chaud, hein. Sachant qu'ils ont fait rentrer n'importe qui à l'Assemblée nationale, LFI, sachant bref, on va en parler plus tard, Ils ont mais fait des similitudes mais avec la rage, hein. C'est la maladie et ceux qui ont la rage, ceux qui sont porteurs de la rage, même chez les animaux, ils attaquent sans raison, ils savent pas pourquoi. mmh, bah, on les J'ai pique, hein. j'ai l'impression qu'il y a un petit truc comme ça. Mon petit abbé, est-ce que tu nous ferais pas ta petite minute de l'histoire maintenant? Oui, je vais faire ma petite chronique et avant de vous dire sur qui elle est, je vais vous demander de faire un petit exercice parce que je trouve ça marrant. Donc, comme je l'ai fait à Ben et à plusieurs, je vais vous le faire à vous. Je vais vous décrire l'homme politique dont je vais parler parce que c'est historique, mais c'est pas forcément historique. Mais bon, comme c'était sur la censure, etc., j'ai choisi lui. Donc, je vous fais quelques mots sur lui en le décrivant, sans le décrire physiquement, sinon bah, vous allez trouver. Dès que j'ai fini, vous mettez pause et dans les commentaires, vous mettez son nom. Et après, je vous dirai qui c'est. Je, et et la description que je vais vous donner, elle n'est pas de moi. Je l'ai fait générer par intelligence artificielle en disant renseigne-toi le plus que tu peux sur des articles de presse, sur des machins, et fais-moi un petit portrait parlé, mais pas physique. Donc je vous le lis ce que Croc m'a sorti ce matin. Il se considère comme un être providentiel. Il supporte zéro critique, zéro contradiction, zéro moquerie. Il voit des ennemis, des complots, des trahisons partout, même chez ses plus proches. Il garde une haine tenace pendant des années contre quiconque l'a froissé un jour, même pour une broutille. Il vire Manu Militari n'importe quel de ses collaborateurs qui a osé lui tenir tête. Une fois qu'il fixe une idée, il ne lasse jamais, même quand tout s'écroule. Quand il s'exprime, il lui arrive souvent d'exploser d'un coup, de crier, d'avoir des gestes désordonnés ou des hurlements. Il reste froid, il manque d'empathie, il a que des relations utiles, il est méfiant de nature, il préfère rester seul ou presque, il évite les bavardages inutiles et il est souvent extrêmement irascible et s'en prend souvent violemment à ses opposants pour aucune raison. Voilà, ça c'est la portrait parlé. Donc je vous laisse mettre pause, me dire de qui il s'agit. Donc là, toi Ben, bon tu le sais, mais après, là, donne-moi la réponse que tu m'avais donnée. J'avais dit Mélenchon. Voilà. Et spoiler, je viens de vous décrire Adolf Hitler. Donc voilà. Là, voilà, ça y est, j'ai fini. Allez, merci, au revoir, c'est la fin du podcast. Allez, la paix, c'est ultime. Là, je peux pas faire mieux. Donc, je vais commencer ma chronique historique, évidemment, vous l'avez compris, sur Adolf Hitler. Mmh. La minute histoire de l'abbé. Faut que je sois Bon, sérieux, putain. J'adore ce jingle. alors, vous m'excuserez, je vais peut-être marquer une pause. Il va y avoir des témoignages parce que j'essaye de m'améliorer au fur et à mesure des chroniques. Donc, vous m'excuserez s'il y a un petit temps de pause entre les deux.
Donc je commence. Aujourd'hui, on parle d'un homme qui, en quelques années, a transformé l'Europe tout entière. Adolf Hitler. Né en 1989 à Braunau, en Autriche. Fils d'un père inspecteur des douanes. À l'école, il est paresseux. À 11 ans, il rêve déjà d'être peintre. Son père le voit déjà fonctionnaire. À 18 ans, il arrête brusquement ses études. Il passe ses journées à la terrasse des cafés, va au théâtre. Il mène une vie de bohème. Lui qui exterminera les tziganes par la suite, c'est plutôt cocasse. Il rate le concours des Beaux-Arts de Vienne 2 fois. Il le vit très mal, lui qui se voyait déjà peintre, il plonge dans la misère, il survit, dort dans les hospices, vend des aquarelles dans la rue. À cette époque, il est déjà antisémite. Il lit des pamphlets antisémites, des théories raciales, il vomit les juifs, les marxistes et tout ce qui n'est pas pur. Il vit sans travail, sans amis, sans compagne, un loser en somme. Quand la guerre de 14 éclate, il s'engage dans l'armée bavaroise. Lui qui avait déserté l'Autriche pour échapper au service militaire se retrouve enrôlé en Allemagne. Il s'épanouit, il est blessé au combat et décoré de la Croix de Fer, mais il n'a pas le charisme pour devenir chef. Blessé, il devient presque aveugle après une attaque au gaz moutarde. Et puis l'armistice, c'est une trahison. Il plonge dans une profonde dépression, ne supportant pas que l'Allemagne soit humiliée. Pour lui, l'Allemagne n'a pas perdu. Elle a été trahie par les Juifs et les politiciens corrompus. En 1929, il rejoint un petit parti nationaliste, le DAP, Deutsches Arbeiterparten, le parti des travailleurs allemands. En 2 ans, il en prend le contrôle et le renomme NSDAP, Parti socialiste des travailleurs allemands, Nationalische Deutsche Arbeiterparten, le parti nazi actuel. Narcissique et mégalomane, il se proclame chef suprême du parti. Il crée un journal et une milice paramilitaire, les fameuses sections d'assaut. La crise économique et la flambée des prix font grimper le nombre d'adhérents au NSDAP en flèche. En 1923, il tente le putsch de la brasserie de Munich. Il sera arrêté et incarcéré pour haute trahison et pour le meurtre de 4 policiers. Il risque la peine de mort, mais les juges étant de son côté à cette époque-là, il y échappe de peu. Il sera condamné à 5 ans de prison, mais n'en fera que 9. Dans la cellule de sa forteresse, il écrit Mein Kampf, un livre de rage, de délire mal écrit et confus. C'est un mélange d'autobiographie et de tentative d'élaboration d'une théorie politique simpliste, noyée de propos antisémites. L'Allemagne doit s'étendre, se purifier, dominer le monde. Libéré, il repart de zéro. Il restructure le NSDAP, il crée les SS, les jeunesses hitlériennes. Le parti gagne le pays. Victime de la crise, les chômeurs et travailleurs et classes moyennes se tournent vers lui et désignant toujours l'État et les Juifs comme seuls coupables. En 1929, la crise fait 6 millions de chômeurs, les gens ont faim et ont peur. Hitler promet du travail, de la fierté et des boucs émissaires. Avec un discours qui mélange égalité et violence, les députés du NSDAP augmentent très vite au Parlement allemand. De 12 en 1928, il passe à 230 en 1932. Le NSDAP est désormais le premier parti d'Allemagne avec plus d'1 million d'adhérents. Il obtient 37% des voix, il arrive 2e aux élections. Le président Hindenburg le déteste, mais il sait qu'il vaut mieux l'avoir avec lui que contre lui. Hitler le déteste aussi, lui qui incarne la vieille droite catholique responsable de tous les maux de l'Allemagne selon lui. Il le nomme chancelier d'Allemagne, l'équivalent de Premier ministre actuel. Le soir même de sa nomination, les SA, section d'assaut, défilent au flambeau par dizaines de milliers devant son hôtel particulier. Sans le savoir, l'Allemagne vient de basculer vers un régime autoritaire. Le lendemain, il dissout le Parlement allemand. Il organise une nouvelle campagne où 50 personnes seront assassinées par les sections d'assaut. Et il déclare l'état d'urgence 1 mois après le mystérieux incendie du Reichstag, le Parlement allemand. Fin des libertés, loi des pleins pouvoirs, il peut tout faire. Les syndicats dissous, il met les opposants politiques en camp de concentration. Il ouvre le camp de Dachau dès mars 1933. Une loi oblige 350 000 malades et handicapés à être stérilisés, prélude à l'euthanasie des malades mentaux ordonnée quelques années plus tard. Les sociaux-démocrates, les communistes, les témoins de Jéhovah, puis les juifs commencent à être persécutés. En 1934, les sections d'assaut, devenues trop puissantes, tentent de lui imposer leur façon de penser. Il en fera abattre 200 lors de la fameuse nuit des longs couteaux. À la mort du président Hindenburg, il impose son règne sans partage, décide de tout, ne parle plus à personne, il impose qu'on l'appelle le Führer. Les jeunes sont enrôlés de force dans les jeunesses hitlériennes. En 1935, la loi de Nuremberg décrète que les Juifs deviennent des sous-hommes. Il souhaite en première instance à les envoyer à Madagascar. L'accord de Munich lui accorde une partie de la Tchécoslovaquie. L'Allemagne, trop heureuse d'une guerre contre les nazis, se couche. En 1938, la nuit de cristal, la Kristallnacht,
Les vitrines des commerces juifs explosent, les synagogues brûlent, 7500 commerces et entreprises sont saccagés. Bilan, 80 000 personnes meurent et 30 000 sont déportées dans des camps de concentration en une seule nuit. Mais l'Europe ferme les yeux et leurs frontières avec. Il envahit la Pologne en 1939. L'Europe déclare enfin la guerre, mais pendant les premiers mois, il ne se passe pas grand-chose. On appellera cette période la drôle de guerre. Hitler en profite. Il lance la Blitzkrieg. Il envahit l'Europe et la France qu'il redoutait pourtant. Il fait un aller-retour en France, reçu par Pétain. C'est le début de la collaboration. Il étend sa politique d'épuration ethnique à toute l'Europe. Les Juifs, les Tziganes, les Roms, les handicapés, les malades mentaux, les opposants politiques. Il les tue, les met au travail, dans des camps de travail forcé. Mengele en profite pour faire des expériences atroces sur les prisonniers. C'est lui qui choisissait celle qui devait passer à la chambre à gaz. Il y avait un tseil appel général dans le camp. On devait sortir nu et attendre que Mengele passe. Alors il passait avec ses médecins, avec sa baguette, il vous faisait tourner, il regardait. Alors il suffisait d'avoir soit un bouton, soit un abcès, ou alors d'être déjà à l'état squelettique. Il relevait votre numéro. Tout de suite après, les numéros étaient appelés et emmenés au bloc 25, qui était l'antichambre en fait de la chambre à gaz. C'était un monstre. En 1941, il rompt le pacte de non-agression conclu avec Staline et tente d'envahir l'URSS. C'est le plan Barbarossa. Mais il subit le froid russe, les chars s'enlisent, la population se rebelle, il subit une première défaite à Stalingrad. C'est le début d'une suite de défaites. Il devient dépressif, se renferme, toute l'Europe est pillée et réduite en esclavage par les nazis. Les jeunes Français sont envoyés en Allemagne dans des camps de travail, les STO. Dans l'Est, on extermine les Juifs, parqués dans des ghettos, notamment le ghetto de Varsovie, qui est liquidé malgré une résistance héroïque du peuple juif. Il accélère, déporte, organise des rafles partout en Europe. Il massacre des civils en France. À Oradour-sur-Glane, toute la population est décimée, dont 2 enfants brûlés vifs dans une église. Là, nous sommes restés jusqu'à la nuit. C'était affreux, les clearings, les flammes. C'est inimaginable et il faut vraiment que humains, on aurait dit plutôt des bêtes. J'ai ma petite fille qui avait 4 ans à l'époque, ma mère qui avait 49 ans, mes 2 sœurs, 25 ans et 21 ans, mon grand-père, 86 ans, et alors oncle, tante, cousin germain, en tout 23 membres de ma famille. Le lendemain, nous sommes revenus à la pointe du jour pour voir si on trouvait quelqu'un. Et quand j'ai vu qu'il n'y avait personne à la maison, directement, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, j'étais dans l'église et là c'était un charnier affreux. Des enfants, des femmes, de tout. C'est affreux, c'est épouvantable. Il perd le contrôle en juin 1944. Le débarquement qu'il n'a pas vu venir lui inflige un nouveau coup de massue. 1 mois plus tard, il est blessé dans un attentat raté. Il sombre dans une folie paranoïaque. Il est persuadé qu'il va gagner, mais les Alliés gagnent du terrain et découvrent l'horreur des camps, des charniers à ciel ouvert, les corps qui jonchent les rues. En 1945, les Soviétiques envahissent Berlin en ruine. Il hurle dans son bunker, refuse la capitulation. Il va gagner, c'est sûr. Les Alliés sont aux portes du Nid-Aigle quand, le 29 avril, il se tire une balle dans la tempe. Son corps sera brûlé dans les jardins de la chancellerie. Le régime nazi n'aura duré que 12 ans et causera la mort de 55 millions de personnes à travers l'Europe. Il n'était pas un génie, juste doué pour parler, qui a su transformer la misère du peuple en haine contre ses ennemis fantasmés et qui nous a appris une chose: quand on laisse la peur gagner, elle finit par tout emporter. C'est fini. Très belle chronique, malheureusement sur ce sujet-là, mais très intéressant. Je vais rebondir sur un truc, c'est que, bon, on a toutes les familles françaises ont connu quelqu'un qui est décédé dans les 2 guerres ou qui a connu les 2 guerres, forcément parce que toutes les familles ont été pratiquement impactées. Il se trouve que moi, mon grand-père a fait justement les camps, STO, les camps de travaux, forcés. Il a eu le typhus là-bas, il est monté jusqu'à 42 de fièvre, enfin, vraiment l'horreur. Donc, pour le coup, c'est mon grand-père, donc on est vraiment sur, 2 générations. On n'est pas à l'autre bout de mon arbre généalogique. Donc c'est absolument, incroyable. Et d'ailleurs, bon, je m'étalerai pas sur le truc, mais il a fait plein de choses héroïques derrière, y compris une partie de ma famille, parce que j'ai retrouvé des croix de Lorraine, chez moi. Donc je sais que j'ai une partie de ma famille qui a été résistante. Bref, en tout cas, pour dire que tout ça est absolument affreux, les témoignages sont scandaleux et que quand je vois justement, pour faire le parallèle avec ce qu'on disait, quand je vois les méthodes actuellement des gens à l'extrême gauche, on se rapproche de ça, en fait. Ils tendent vers ça et quand on voit ce que ça peut donner et c'était pas une histoire
très lointaine. On est là, on est en 26, donc on est 2026, donc on parle de choses il y a moins de 100 ans, quoi. Donc je trouve que les gens n'ont pas de mémoire et je trouve très intéressant tes chroniques parce que justement, on le dit souvent, c'est quand on connaît l'histoire, on évite de recommencer les mêmes conneries. Visiblement, des gens ont besoin de prendre des cours d'histoire pour éviter de reprendre, qu'on retourne dans n'importe quoi, en fait. Bah, je Et donc rebondirai sur ce que tu viens de dire en donnant la définition de la folie. La folie, c'est faire 2 fois la même chose en espérant un résultat différent. oui, ça c'est valable dans beaucoup de choses, ça oui, effectivement. Et Effecti maintenant, c'est le plus grand plaisir de cette émission, parce que je sais ce qui va se passer. Et là, en fait, comme la chronique m'a un peu plombé, et j'ai envie de remonter un peu mon petit moral, et comme je sais que je vais pouvoir balayer Monsieur Mélenchon, alors c'est parti. Au pilori. Allez, on va faire du mal à Mélenchon. Alors avant, je rappelle, c'est quoi au pilori? Déjà, C'est vrai. premièrement. Désolé, je suis trop mongol, moi j'ai pas le temps. Je répète, enfin je présente pour ceux qui ne le savent pas, parce que ça fait quand même que le 3e épisode, donc tout le monde n'est pas censé comprendre. Au pilori, on prend une personnalité qu'on a choisie tous les 2. L'un de nous défend cette personnalité, l'autre l'attaque. Le but d'avoir un débat et à la fin dans les commentaires, vous dites en gros, pas qui a gagné, mais est-ce que ça peut vous aider est-ce que ça vous a aidé à avoir plus clair? Peut-être le but, c'est aussi de pousser la réflexion et dans tous les sens du terme d'ailleurs, voilà, d'éveiller un petit peu les consciences et de se dire, ce qu'il en est. Est-ce que tu veux que je te fasse une petite présentation de Jean-Luc Mélenchon avant de commencer ou pas? Vas-y, parce que j'en avais fait une aussi, donc de toute façon, je pense que ça peut pas pareil. Ouais, comme tu bah, alors moi, je suis parti de très, très loin. Il est né en 51 à Tanger, au Maroc, d'un père télégraphiste franco-espagnol et d'une mère enseignante. La famille déménage en France en 62 après le divorce. Mélenchon étudie la philosophie à l'université de Franche-Comté, devient prof et journaliste sous des pseudos comme Juan Murcia. Si je le croise un jour, je l'appellerai Juan. Politiquement, il commence comme trotskiste dans l'organisation communiste internationale OCI dans les années 70, influencé par un mai 68. En 76, il rejoint le Parti socialiste et c'est un fidèle de Mitterrand. C'est aussi pour ça qu'on peut pas lui faire confiance, mais je vais rien dire puisque moi, je suis censé le défendre. Il grimpe en tant que conseiller municipal de Massy en 83, conseiller général de l'Essonne en 85. À 35 ans, il devient le plus jeune sénateur de France en 86. Il est ministre délégué à l'enseignement. Bref, je vais pas tout passer parce qu'il a quand même, mine de rien, il a fait que ça, donc le CV est assez important. J'ai mis 20 ans, moi, sénateur, je me suis trompé, là. Bah, moi, j'ai ça, mais à 35 ans, j'ai marqué, mais En en 86. 86. Bah oui, donc vu qu'il est né en 56, il est né en 50, Enfin, bref, 51. non, j'ai dû me tromper. Mais c'est vrai qu'il a Ouais, été, c'était le plus jeune sénateur de France à l'époque. ouais. Donc voilà, j'ai fait la petite présentation très succincte parce que je vais le défendre, mais ça pour autant que non plus je vais trop le défendre. Bah, pour l'éclater, je rebondis juste sur la première phrase que tu as dit. Pour l'éclater, parce qu'il y a pas longtemps, monsieur Mélenchon se présentait lui-même comme un maghrébin. Il a raison. Il dit, je m'enorgueillis d'être un maghrébin. Espèce de sous-race. Je précise que monsieur Mélenchon n'est pas un maghrébin, c'est un pied noir, ce qui n'a absolument rien à voir. Et il est né au Maroc, oui, à Tanger, sous protectorat français. Ça veut dire qu'à l'époque l'époque du Maroc, à cette époque-là, quand il est né, était sous protectorat français, que c'était la France qui dictait les lois, et c'est la France qui assurait la sécurité. Donc il y avait absolument pas la culture du Maroc qu'on le connaît maintenant. Donc t'es absolument pas un maghrébin, Mélenchon, donc arrête de t'inventer une vie. Bon Première bah engueulée dans ta face. là-dessus, je peux pas dire grand-chose, hein. Après, il se revendique, il est né factuellement, il est né là-bas. Bon, s'il se revendique, marocain, il fait ce qu'il veut, je veux dire, c'est On est qu'une encore culture maghrébine, alors qu'il arrête, putain. non, il a Le mec, il en a pas fait, il est prêt à tout. Bientôt, il va dire voilà, puis il va faire semblant d'aller à la bosquée juste pour avoir un électorat. Mec, ton honneur, il est où? Dans ton trou de balle? apparemment. Alors moi, je voulais commencer par le défendre quand même parce que ça a été l'un des premiers, et je tiens à le préciser quand même, qui a mené la victoire du non victorieux au TCE et ça, c'est important de le dire. Donc c'est le traité qui établissait la constitution pour l'Europe en 2025. Il avait senti dès le départ que, l'Europe, comme on la connaît, l'Union européenne, comme on le connaît maintenant, bah, il avait prévu le truc, que ça allait jamais tenir, que ça allait jamais le faire et donc il avait participé au non. Je rappelle quand même que le non est victorieux. Je rappelle que les Français ont voté
contre l'Union européenne en 2005 et que c'est, si je dis pas de bêtises, Sarkozy qui nous a mis dedans en signant le traité de Lisbonne. Pareil, si je dis pas de conneries non plus, reprenez-moi dans les commentaires si je dis une connerie. Mais C'est possible que je dise, parce que j'ai tellement d'infos, c'est possible que je dise de la merde. Mais dans ma tête, c'est comme ça. Et donc, il a essayé de renégocier les traités de l'Union européenne avec LFI. Il a essayé de faire en sorte qu'il y ait des emplois créés avec des investissements publics massifs, et non, comme il le pense, plutôt les grands groupes et les riches qui sont uniquement à profiter de l'Union européenne. Donc il a quand même, mine de rien, fait en sorte qu'on n'aille pas dans l'Union européenne et juste pour ça, voilà, c'est un point où là, je pense que tu pourras pas dire, grand-chose. bah, je vais te dire très sincèrement, je pense que c'est la seule chose pour laquelle je peux être d'accord. Parce que c'est de la merde, l'Union européenne, on est d'accord. Il m'en fallait une. Il m'en fallait juste une. Là, là, ça me met la mort, en fait, de te donner des raisons. Mais oui, là, je te l'accorde. Un point pour Benas. Allez. Merci Juan. Merci Juan. Merci Mohamed. Ah putain. Moi, j'ai envie de... Alors, en vrai, les arguments, je pense, j'ai 3 pages, donc Ah ouais, mais prends les pêle-mêle, comme dirait Julien Cazard. bah, ça fait 35 ans qu'il vit sur le dos de l'État. Ça fait 35 ans qu'il vit sur le dos des Français. Il a été absolument quasiment à tous les postes, député, sénateur, délégué général. Il a été même ministre. Les gens s'en rappellent même pas, mais il a été ministre. Il a été ministre que 2 ans. Et il a été même assistant. Il a été délégué ministre. Il y a eu des détournements de fonds énormes qu'il a réussi à étouffer à chaque fois. Ça n'a jamais été prouvé. Il n'y a jamais eu d'enquête où ça a été classé sans suite. Il n'y a pas de preuve. Il y a pas de preuve parce que après, je pense que tu le sais aussi bien que moi. Quand tu as des dossiers sur tout le monde, tu arrives à faire fermer des bouches. Effectivement. Donc ça fait 35 ans qu'il est en place. Il a dit absolument tout et son contraire depuis 35 ans. Il était contre le voile. Il définissait les femmes de fantômes. Je le précise, les femmes voilées, il dit que c'était des fantômes. Il disait mot pour mot, j'ai le droit de te regarder dans la rue. C'est indécent de faire ça. C'est un asservissement de la femme. Et quelques années après, non, mais c'est la liberté, c'est génial, votez pour moi. Il est pathétique absolument. Et en 35 ans, il n'a pas amené 1 euro de plus-value à la France. Il a rien fait que son nom, ça sera associé absolument au néant. Je peux répondre à ça. Alors, être 35 ans en politique, c'est pas illégal. Ah, j'ai pas dit ça. Non, mais dans le sens où tu le prends comme une critique, éventuellement, s'il a réussi à se positionner, s'il a été élu, s'il a trouvé des... Ça fait partie de la stratégie et on peut pas en vouloir à une personne d'avoir fait carrière en politique, sachant qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui ont fait ça, puisque je rappelle que le chemin, c'est grandes études et après, on fait dans 2-3 cabinets, 2-3 partis et après, on finit dans 1 ou 2 postes. On le connaît, puisque toi aussi, tu connais un petit peu la politique dans les coulisses de la politique. Tu sais comment ça se passe, c'est beaucoup de copinage, donc il suffit qu'il ait beaucoup de copains ou alors, comme tu le sous-entends, des dossiers sur des gens. En tout cas, c'est pas illégal. Pendant les 2 ans quand même où il a été au ministère, puisque il travaille quand même pour la défense des travailleurs et de la justice sociale, entre 2000 et 2002, il a renforcé la formation professionnelle, aidant des milliers de jeunes et d'adultes à accéder à des qualifications. Donc, il a fait en sorte d'augmenter, il a proposé du moins une hausse du SMIC à 1 500 € net et une retraite à 60 ans. Alors, effectivement, certains économistes et plutôt de notre camp à droite disent que c'est pas possible. C'était pas finançable, mais c'est un truc de gauche. Hein. Ils veulent tout, mais ils veulent pas le payer. Lui, il soutient. Mais en tout cas, il propose des choses et mine de rien, il n'a pas rien fait pendant qu'il était au pouvoir. Très bien. Et juste pour revenir sur l'histoire des femmes voilées, qui apparemment t'aurais relevé ça, alors ça, je l'avais pas vu, mais je tiens quand même à dire que, et je vais faire l'avocat du diable, que même Marine Le Pen a beaucoup changé d'idée sur pas mal de sujets Oh, bah, depuis les années où elle est là. de la même façon. Mais là, on parle de Non, lui. mais là, on parle pas d'elle, mais Et c'était, non, on n'est pas couché la vidéo, donc elle se retrouve très facilement. OK. Pas de souci. Moi, j'ai noté tellement de choses. Pour un mec qui défend la veuve et l'orphelin, je rappelle que Monsieur Mélenchon, il a cumulé tellement de postes pendant sa carrière, et il y a eu beaucoup de témoignages d'abus de biens sociaux, etc. Il cumule une retraite d'environ 9 500 € par mois qu'il aura jusqu'à la fin de sa vie. Et je précise qu'il est payé par la LFI parce qu'il fait pas ça gracieusement. Il est payé par ces partis-là et c'est complètement opaque. Personne ne sait combien il touche d'argent.
Oui, bah alors ça, pour moi, c'est pas une critique parce que, c'est le système qui est comme ça, puisque beaucoup de Hollande, tous, ils touchent des retraites au Ouais, bien cumulé, sûr, ce qui mais est après interdit le dans le système est fait par qui? Il est pas fait par nous. C'est pas un système juste. On n'a pas la main dessus. non, mais je dis pas le contraire, mais il est pas encore dans l'illégalité, ce que je veux dire. C'est que là, en fait, tu donnes un argument, mais ils sont tous comme ça parce que c'est la loi qui est comme ça. Tu veux Le parler quand tu d'illégalité? Allez, allez, ça y est, ça marche. non, mais non, non, mais tu me laisses pas répondre, espèce de gauchiste. Tu me dis tu C'est la fin de ce podcast. Voilà. mais non, mais tu me dis: «C'est un truc à charge». Non, c'est pas à charge puisque c'est lui qui enfin, c'est le système qui est comme ça et par rapport au fait que LFI le paye, qu'un parti politique paye un de ses, présidents ou son président d'honneur, je sais plus ce qu'il est exactement et que la rémunération soit opaque, je sais pas ce que le RN, redonne à Marine Le Pen ou je sais pas ce que donne, C'est ça, à faut Macron savoir, ou voilà. c'est public. Justement, on en avait mis beaucoup dans la gueule pour ça, même Reconquête, ça a été dit. Et lui, personne n'a moyen de savoir où l'argent va. Et ils ont même été accusés, et ça a été prouvé, qu'ils finançaient des groupuscules comme les Frères musulmans. Ah, alors ça, c'est encore autre chose. Là, tu pars dans autre chose, là, encore. Mais, et ça, j'ai pas les éléments. Donc ça, je peux pas, J'ai noté ils ont que pas été condamnés. depuis 81, si on prenait à peu près, et le chiffre que je vais te donner est très très, je pense tu peux même multiplier par deux parce que j'ai pas tenu compte de l'inflation, etc. Mais depuis 1981, donc depuis 40 ans, 45 ans, ouais. En 45 ans, il a touché à peu près 5 millions d'euros de salaire de l'État public, de la France, quoi, de l'argent des Français. Sachant qu'en tant que sénateur, en tant que député, en tant que ministre, en tant que tous les postes qu'il a eu, tu ne payes ni le transport, ni ton loyer, ni ta bouffe. Tu ne payes absolument rien. Donc en fait, ton salaire, il est quasiment à toi intégralement et que les impôts sont minimisés. Tu savais qu'un ministre, ça cotise autant que nous. Ils n'ont pas de régime particulier. Ça, je trouve ça incroyable. Les sénateurs, ils ont une caisse privée pour eux, qui s'autofinancent. Hein. Ils se disent, ils s'autofinancent, bah, c'est eux qui la font, donc mes couilles. Il y a plus de 5 millions et il a une déclaration de patrimoine. La dernière qui a été faite, c'est 2022, donc pour la présidentielle. Donc s'il veut se représenter en 2027, il va être obligé d'en refaire une. Il déclarait son patrimoine à 1,4 million. Déjà, je trouve que c'est d'un foutage de gueule absolu, sachant que dans le patrimoine, les 1,4 million, il y avait 1,2 million juste qui était son appartement parisien, qu'il avait Oui. acheté à 800 000 euros à crédit et qui avait pris de la valeur avec les années. Donc, où est parti l'argent, Mélenchon? Non, mais alors, ce que tu dis et en fait, tu critiques un système, mais tu critiques pas Mélenchon, là. En fait, pendant 45 ans, il a bénéficié du système, mais qui est valable pour tout le monde. Fausse déclaration de patrimoine. Mais ça, c'est pas prouvé, ça. Bah, Et tu peux très bien, je viens si de te tu donner mets des chiffres, il en manque la moitié, là. Et bah, il est parti bah, l'argent. non, bah, 5 millions en 45 ans, mec. S'il y a déjà 1 million 4 de patrimoine et que derrière, bah, tu vis, si Un tu vis, million, tu fais 1 des million, voyages, sachant que l'appart était payé à crédit et que c'est la valeur vénale de l'appartement après qu'il l'ait eu acheté et après la flambée des prix de l'immobilier. oui, d'accord, mais ça, c'est pas un truc à charge, Et ça, je même si trouve. tu vis, t'achètes des trucs, donc ça rentre dans ton patrimoine. Ils sont où, ces trucs-là? Bah, s'il y a pas d'enquête et qu'il y a pas d'inculpation, c'est-à-dire qu'il est dans les clous. Ah oui, il est dans, bah oui, bah non, mais c'est toujours ça, et tout le monde est dans les clous, finalement. Bah, non, Fillon, il l'est pas, par exemple. Oui, parce qu'il s'est fait choper. Ah bah, non, mais en fait, moi, je suis là pour aussi, si tu l'attaques, attaque-le lui directement et pas le système, parce que le Ah d'accord, système, bon, malheureusement, bah, on sait qu'il est pourri, quoi, tu vois? lui On sait qu'il directement. est pourri. Lui directement, 2017, pendant la campagne présidentielle. Mmh. Je rappelle qu'il avait fait, attends, de mémoire, je vais pas dire de conneries, la campagne, je crois que c'est au-dessus de 6%, si je dis pas de conneries, que t'es remboursé. Une fois que 5. 5, je crois que ça a été rebaissé, il me semble. Mais à l'époque, OK. je crois que c'était entre 6, enfin bref. Donc si tu fais entre 6 et 5%, tout ce que t'as mis d'argent pour la campagne est remboursé. Oui. Par l'État, donc par les Français. Donc je trouve ça juste à vomir. En 2017, sa campagne, elle avait coûté plus de 8 millions d'euros. Elle a été remboursée par de l'argent public. Et au moment où l'État a dû rembourser la campagne parce qu'il avait fait plus que 5%, ils se sont aperçus, l'entreprise qui avait facturé des frais pour la campagne, notamment les meetings, les machins, trucs, c'était une entreprise qui lui appartenait à lui, qui s'appelait Mediascope, et qui était dirigée déjà à l'époque par Sophia Chikirou, et qui se sont aperçus qu'il y avait des surfacturations. Et là, du coup, ils ont été mis en... Et là, je rebondis sur l'affaire qui va avoir lieu dans pas longtemps.
Il y a eu mise en examen pour escroquerie aggravée, abus de biens sociaux. Et Mélenchon, il a comme c'est Sofia Chikirou qui est gérante à titre administratif, c'est elle qui a pris. Et en fait, la condamnation de Sofia Chikirou pour escroquerie aggravée qui va arriver là en juin ou en avril, je sais plus, c'est parce que Mélenchon a détourné des fonds pendant sa campagne de 2017. Bah, ce qui me sauve, c'est que le podcast est en février. Bah oui, mais du coup, en fait, c'était lui et il a fait tomber Chikirou pour pas que son nom soit entaché. Donc, bah, ok, mais donc actuellement, il n'y a rien contre Mélenchon, quoi. Présomption d'innocence, mais bon, tu passes pas au parquet pour escroquerie aggravée et abus de biens sociaux s'il y a rien. Non, mais je dis pas que t'as tort, je dis juste que ça, c'est encore une fois, c'est tout un système qui est comme ça, c'est pas le seul qui fait ça. Marine Le Pen est tombée aussi pour un système. En fait, là, tu dénonces un système, effectivement, mais en l'occurrence, Mélenchon n'a pas été condamné. En l'occurrence, il y a rien contre lui puisque c'est Chikirou. Donc Il a pas actuellement, encore été condamné. pardon? Il n'a pas encore été condamné. C'est ce que je te dis. On fait le podcast en février, c'est bon, je suis bon. Bah, si je te suis, Epstein était innocent, il n'a pas été jugé, il est mort. Ah, c'est différent, là. Là, c'est pas pareil, là. Ah bah, il est mort, on l'a pas jugé, il n'a pas été condamné. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Hitler non plus, il n'a pas été condamné, hein, il est mort avant. Je voulais quand même, moi, de mon côté, expliquer qu'il était quand même mobilisateur des classes populaires et des minorités, puisqu'en 2022, il a quand même obtenu 42,5% dans les communes les plus pauvres, 50% dans les outre-mer et jusqu'à 40% chez les musulmans et les racialisés. Il a recomposé l'électorat de gauche en intégrant des luttes comme l'islamophobie et les violences policières, tout en soutenant le mariage pour tous et le droit à l'avortement, fait qui montre son impact inclusif sur. J'ai la bouche qui saigne quand je dis ça, non ou pas? Ou j'arrive à rester. J'aurais plus dit son clientélisme électoral, mais tu le prononces comme tu veux. Bah voilà, je sais pas, j'ai la bouche qui saigne ou pas parce que ça me fait du mal de dire tout ça. Non, tu Mais saignes les yeux. ouais aussi, ouais. Mais en tout cas, il a réussi, il fédère en fait. Alors je vais passer sur son côté tribun parce qu'on sait tous qu'il a la grande gueule, mais je l'ai entendu ces derniers jours, je trouve qu'il l'a de moins en moins. C'est pas Il m'a tribun, c'est odieux. Il est extrêmement odieux, il est puant, il est pédant. Mais il est sait parler aux insupportable. foules. Il sait parler aux foules puisque justement, LFI et la jeune garde font n'importe quoi, donc c'est quand même lui qui a l'initiative de tout ça. Alors ça, c'est pas plutôt pour, mais en tout cas, c'est pour prouver qu'il sait parler et qu'il sait, voilà, faire monter le. Et il y a beaucoup d'hommes politiques qui savent pas le faire. Et justement, c'est corrélé avec le portrait que je t'ai fait juste avant d'Hitler. Il s'est servi de la misère, il s'est servi, et Mélenchon se sert de la misère sociale et des inégalités pour avoir un électorat et instaurer la violence partout. Oui. C'est exactement le même modus operandi que le fascisme et que le nazisme. On est exactement dans les mêmes strates, c'est pareil. Et là, encore une fois, heureusement que le podcast est tourné en février puisqu'il n'a pas le pouvoir, donc on ne peut pas aller jusque-là en Mais parlant ce de qui est lui. marrant, c'est qu'il y a une inversion des valeurs dans le sens où Hitler voulait exterminer toutes les minorités, notamment les homosexuels, bon les trans, il n'y en avait pas trop à l'époque, les handicapés, les machins trucs. Et lui, en fait, il fait l'inverse. Et c'est là où c'est ouf. Il se sert de la communauté LGBT, des musulmans, des trans, etc. Il se sert d'eux pour créer des pseudo-soldats qui, eux, vont aller massacrer les autres. En fait, il y a une inversion totale du truc. Bon, si tu veux continuer. Allez, 2004. Mélenchon, il a utilisé une voiture de service avec un chauffeur du Conseil général alors qu'il était plus au Conseil général depuis 2003. Ça a été avéré. Et Détournement de fonds publics. il a été condamné? Oui. Il a pris quoi? Rien, classé sans suite. Ah non, excuse-moi, il a pris un rappel à l'ordre. On lui a dit, Ouais, voilà. c'est pas bien Mélenchon, il faut pas recommencer. L'argent n'est pas à toi. Excusez-moi. Il a Oui. été aussi absentéisme entre 2000 et 2002 pendant qu'il était ministre délégué sous Jospin. Pendant 2 ans, il a quasiment jamais mis les pieds au conseil régional. Il était payé 2300 € par mois. Ça représente une manne de 57 000 €. On l'appelait d'ailleurs le conseiller fantôme à l'époque. Et il n'y a même pas eu d'enquête judiciaire. Et lui, il a répondu en disant que c'était légal parce qu'il n'avait pas démissionné. Donc, il avait le droit de toucher l'argent sans bosser. Et le mec, maintenant, vient faire des leçons. Hein.
Si c'est légal, c'est compliqué. Le problème, c'est que quand tu peux attaquer quelqu'un parce qu'il a été condamné, c'est une chose, mais là, c'est des suspicions, en fait, ou des C'est même- non-lieux. En fait, c'est qu'il n'y a pas eu de condamnation assez avérée, mais ça n'a pas été condamné. Assistant OK. parlementaire, en 2010, 2017, il est accusé d'emploi fictif. Il y a eu 500 000 euros de détournés d'emploi fictif. Il y a une enquête en cours depuis 2017, l'enquête elle est en cours. Mmh. Et comme par hasard, ça fait 9 ans, l'enquête a jamais abouti. Bah, c'est qu'il y a rien, peut-être. Mais c'est parce que c'est en cours, c'est parce qu'ils veulent pas le faire tomber. Ça, c'est de la théorie complotiste, de l'abbé, ça. Moi, je Népotisme. pense que Il embauche sa fille Marilyn au conseil général en 2019. Elle devient agent administratif. Et je rappelle, pour que entrer au conseil général, il y a un concours public. Vous n'entrez pas comme ça, c'est sur concours. Sa fille, elle a entré sans concours public, en étant pistonnée et en devenant agent administratif direct. Alors qu'il avait des liens au conseil général parce qu'il l'avait lui-même présidé. Donc, encore une fois, abus de pouvoir et emploi fictif. et encore une fois, est-ce qu'il a été condamné? Non. Il a échappé à toute sa vie, mais il est incroyable. Le gars, c'est Bah, ouais, donc en fait, pour moi, il y a malheureusement, il y a que des suspicions, quoi. Mais comme tous les hommes politiques, il y a des suspicions. Il y a Bah, Le Pen, elle est condamnée, enfin, elle est condamnée en première instance, Fillon est condamné, Sarkozy est condamné, enfin, non, ça marche pas pour tout le monde. ils ont été condamnés à mon cul. Hein. Bah, tu diras ça à Sarkozy, hein. Sarkozy, ça a été prouvé et avéré qu'il est carrément responsable de crimes de guerre. Il a fait 2 mois de tôle, il a écrit un livre comme si ça a été le plus grand tôlard de sa life. Il a fait 2 mois de tôle, et encore, je suis même pas sûr qu'il a fait 2 mois, il a fait 1 mois, il est sorti. Juste pour dire, 25 il est condamné. Alors qu'il aurait mérité 25 jours, d'y rester jusqu'à la fin de ses jours. Hein. 25 jours, je crois. Mais Mélenchon a pas été en prison. Bah non. Non. Et je voulais quand même finir avec Mélenchon sur un truc, c'est qu'il prône, la 6ème République. Donc en gros, alors je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise idée, en tout cas il prône pour un changement du système, puisque le système actuellement ne va pas. Je rappelle aussi quand même, parce qu'on traite souvent, Mélenchon d'extrême gauche et par exemple Marine Le Pen d'extrême droite, je rappelle que les extrêmes ne sont pas au pouvoir et qu'ils ne l'ont jamais été et que le pays va extrêmement mal. Alors je dis pas que c'est une solution, je dis juste qu'actuellement les gens qui sont en place et qui, d'ailleurs veulent la guerre entre extrême gauche et extrême droite pour rester au pouvoir et faire ce qu'ils veulent, c'est eux qui sont au pouvoir depuis 50 ans, depuis Mitterrand et qui font absolument n'importe quoi. Donc je tiens juste à dire que peut-être que l'idée de la 6ème République n'est pas une mauvaise idée et qu'il faudrait, peut-être Ça, pousser très un peu plus. honnêtement, est-ce que tu y crois? Parce que moi, Je suis pas là je me je suis rappelle pas là pour y très bien croire. de ces mots. Non, je me rappelle très bien de ces mots où il avait dit, je veux instaurer la 6ème République. Et il a dit, si la 6ème République est instaurée, je m'en vais et je donne le pouvoir au peuple. Tu crois vraiment que Mélenchon, qui a attendu 35 ans de sa life pour être le maître suprême du 6e Reich de la France, le jour où il l'a, il dit, non, les gars, c'est bon. Non, je m'en vais. Ben non, je donne le pouvoir à tout le monde. Mais mon cul! Heureusement qu'on a fait le podcast en février, comme ça, mon argument tient. Eh ben, on Voilà, le c'est fait tout. même en 2027. Alors, parce qu'on aura plus le droit, on sera censuré et on finira sûrement suicidé de 5 balles dans la tête. C'est possible, c'est possible. Non, Bon, il est, parlons du tu encore un truc à dire sur lui ou pas? bah, qu'il est extrêmement puant. C'est un mec, et je rappelle que puant, c'est un adjectif, ça veut dire désagréable au possible. Il agresse absolument tout le monde. Il a exactement les mêmes manières qu'Adolf Hitler. Irascible, extrêmement violent avec tout le monde. Il ne supporte pas être contredit. Et il va même jusqu'à insulter. Regarde, encore hier, il y a David Allen de Frontières qui a essayé de lui poser une question. Et il a dit, je parle pas aux drogués. Il le connaît même pas. À quel point t'es un sac à merde. Il avait même dit à une femme qui essayait de l'interviewer, dégage, j'ai pas envie de te parler. Il avait dit à son garde du corps, pète-lui la gueule, et on a encore la vidéo. Mais il a été dire que c'était une vidéo montée. Grosse merde que tu es. C'est une honte. Ce mec-là est une honte. Je comprends même pas qu'il y a des gens qui votent pour lui. Moi, j'ai été de gauche. Je me reconnaissais dans des gens qui portaient des vraies valeurs. Donc j'ai compris que c'était une utopie. Mais lui, qu'est-ce qu'il porte comme valeur à part la haine et la violence? Regarde, il a littéralement créé les antifas. À force de marteler des discours violents, outranciers et extrêmes, il a créé des monstres sans âme. Il a créé l'armée du Mordor. Les mecs, c'est des Uruk-hai. Alors moi, je vais finir, ma partie sur Jean-Luc Mélenchon en disant que, bah, vu que je le défends, que c'est, forcément, la meilleure solution pour la France. Que c'est le meilleur, candidat pour être, président de la République et qu'il nous faut une 6e rép j'arrive même pas à le dire jusqu'au bout.
J'en reviens pas. Ah putain, c'est dur comme exercice aussi, toi, là, tu te rends pas Je compte? t'ai donné des arguments, je t'ai pas dit de dire des conneries. Arrête, t'es en train de saigner des oreilles, qu'est-ce que tu Ah racontes? putain, de partout, chienne. Quand je vais me lever, ma chaise, elle va être ensanglantée, quoi. Putain, laisse tomber. Mais le pire, c'est que jusqu'à présent, j'étais fier de dire que j'étais ton ami. Là, tu viens de briser quelque chose. On verra quand tu défendras l'indéfendable, on verra. On verra comment tu te sens. Voilà. Ouais, Bon, parlons du gauchiste du mois maintenant. Parlons du gauchiste du je me mois. sens mal. J'hésite à poursuivre. Ah si, le gauchiste du mois, après, il est cool. On peut le défoncer à deux, donc si, s'il te plaît. Ah oui, c'est vrai. Donc, je vais te laisser te rattraper, t'as intérêt. Allez, c'est parti. Le gauchiste du mois. Celui-là est trop drôle. C'est mon préféré, celui-là. C'est ton préféré parce que c'est toi qui l'as fait, c'est pour ça. Moi, c'est parce que je suis le mongol, et puis comme je suis un teubé de base, ça va très bien. Alors, le gauchiste du mois, bien évidemment, vu l'actualité absolument catastrophique, Monsieur dramatique, Arnaud. absolument inacceptable de ces derniers jours, on va parler de Raphaël Arnaud, député LFI, fichier S. D'ailleurs, est-ce que tu sais c'est quoi un fichier S, l'abbé? Et bien sûr, je vais même t'en donner la définition. Alors, être fichier S, c'est être dans le fichier des personnes dangereuses pour la sécurité de l'État. Donc, je rappelle qu'il est fonctionnaire de l'État. Et il est élu 3 fois fichier S. Alors, c'est un outil, être fichier S, tu rentres dans un outil des renseignements intérieurs. Ça veut pas dire que tu as commis un crime, ça veut dire qu'on te surveille parce que on pense que tu es susceptible de faire soit un attentat, soit une action violente, ou que tu as des liens avec des groupes extrémistes. Ça peut être pour des raisons religieuses, politiques ou radicales. Mais, et là je rebondis et je pense que tu vas faire un triple salto arrière sur ce que je vais dire. Une fois que tu es fichier S, et sachant que lui il est triple fichier S, tu es suivi de partout. Tes voyages sont suivis, tes appels sont suivis, tes emails sont suivis. Tu ne peux rien faire sans que le gouvernement le sache. Il te trace. Ok, d'accord. Et on sait quelles sont les causes de ces 3 fiches S? Est-ce qu'on sait, non, ou pas? Parce que moi, je le sais pas, mais... Bah, en fait, il a été, au début de son fichier S, il a été condamné 2 fois, faut savoir. Alors, Mélenchon qui dit, je vais mieux te condamner mon cul. Il a été fichier S pour atteinte à la sûreté de l'État, hein, je précise. Et il a été fichier S pour proximité avec l'ultra-gauche radicale et risque d'action violente. En 2024, non, c'est pas 2024, attends. 2024, c'est où il a été parachuté au Vaucluse. Il a été définitivement condamné en 2025. Il a fait appel et il a retiré son appel discrètement sans que personne ne le sache. Il a été condamné à 4 mois de sursis pour violence volontaire en réunion. En 2021, il a tabassé un mec de 18 ans dans les rues de Lyon, d'ailleurs avec les antifas de Lyon, les mêmes antifas dont il faisait partie quand il a monté la Jeune Garde. Donc les mecs qui ont tabassé Quentin et qui l'ont roué jusqu'à ce qu'il meure, c'était des potes d'Raphaël Arnaud, faut bien comprendre, parce que lui est de Lyon. Alors après une manif identitaire, ils lui sont tombés dessus, ils l'ont tabassé à 5 contre 1. Le jugement parle, le verdict est tombé d'agression gratuite en groupe. Il a été condamné à payer 1 600 € de dommages à la victime. Il a tout fait pour le cacher. Et même à l'époque, Manuel Bompard avait pris sa défense en disant qu'il était là, mais il n'avait pas tapé. Ouais, non, mais moi j'ai traité ce fait divers. Parce qu'en fait, c'est leur victime, c'est un gars qu'ils ont chopé en fait dans la rue au hasard, qui l'ont soupçonné d'être d'extrême droite. Ils lui ont fait en gros vider ses poches, prendre son téléphone, son portefeuille et ils l'ont tabassé à 5 contre 1. Si ça c'est pas du fascisme, ce mec-là est un élu. Il y a des gens avec un cerveau limité qui ont voté pour ce mec-là. C'est absolument inacceptable. Et ce mec-là est extrêmement dangereux. La preuve, et sa fiche S n'était pas de trop, puisque je crois que tu as dit, je sais plus les mots exacts, mais c'était en gros danger pour l'État et lien avec des groupes, comment t'as dit, extrémistes ou je sais plus ce que Ouais, t'as c'est dit. ça. C'était danger pour la sûreté de l'État, proximité avec l'ultra-gauche radicale et des risques d'actions violentes. Ah, voilà. Et voilà. Et là, on a Quentin. Donc ma question, c'est les fiches S, c'est bien beau, mais on le met quand en tôle en fait? Parce que en fait, on le sait depuis longtemps, puisque là, on n'est pas sur on est quand même sur un mec élu de la République qui a fondé une milice et qui dirige une armée. En Et fait. c'était en 2021, ça fait déjà 5 ans. Et donc là, on fait quoi en fait? Et il a fait ça en plein Covid.
et personne dit rien. Mais attendez les mecs, vous êtes complètement timbrés ou quoi? C'est inacceptable ce mec-là. Et quand on voit la réaction qu'il a, parce qu'en plus de ça, on rappelle que les gauchistes n'ont aucun courage, hein. Si vous me regardez les gars, je regarde la caméra, vous avez 0 courage, Vous 0, n'avez pas 0. de race. Donc là, d'ailleurs, parce que je crois que sur mon compte X, j'ai partagé, justement les réactions de lui et de ses connards de potes de LFI là, et en fait, ils enlèvent leurs commentaires. C'est-à-dire que tu peux pas répondre. Donc tu vois le niveau de ces gens-là qui n'acceptent rien en fait. C'est dénué de Et courage, mais pas de bon sens, comme on dit. ah ouais, non, c'est dénué de cojones, hein. Franchement, pour moi, ça m'horripile de penser à ce mec-là parce que ça, c'est le genre de gars on pourra peut-être croiser, nous, l'abbé. C'est un mec, nous, dans nos manifs, on pourra le croiser Mais parce que je vais aller. honnêtement, je le connais, il sera à 200 mètres, entouré de ses 150 antifas, et il les enverra au casse-pipe et il se mouillera pas les mains parce qu'il sait très bien, en fait, qu'il est très confortable avec ses 12 000 balles qui volent. Déjà, le fait que mes impôts servent à payer des gens comme ça me donne envie de mettre le feu à ma baraque et de quitter le pays. Et faut savoir qu'en fait, je suis quasiment sûr qu'il n'a pas été élu député, qu'il a été catapulté là-dedans, parce qu'il a été catapulté dans le Vaucluse par la LFI alors qu'il était personne, hein. Il s'était présenté en 2022, il s'était présenté aux législatives dans le Rhône. Il avait pris une tollée, j'avais noté, il avait fait 6%. Il s'était fait laminer. Et 2 ans après, il se fait parachuter dans le Vaucluse et il bat le RN avec 55% des voix. Tu m'expliques comment c'est possible? Eh ben, je vais te répondre pourquoi. C'est grâce ou à cause de Gabriel Attal qui a dit lors des triangulaires de législatives, en gros, on se retire pour laisser la place à LFI pour barrer la route au RN. Donc, mais c'est exactement ça, hein. Si Raphaël Arnaud est en poste actuellement, c'est à cause de Gabriel Attal. C'est à cause de la Macronie. C'est à cause de tous ces gens qui font barrage au RN. Je dis pas que le RN est super, hein, parce qu'on va me croire que je défends le RN. Pas du tout. Pas du tout. Non, Pas non. du tout. Bah, moi, je suis pas RN, donc Je défends aucun parti. Mais là, le force est de constater que lorsqu'on fait des triangulaires, il y a une loi qui devrait changer. C'est-à-dire que quand tu es sur 3, c'est-à-dire qu'en gros, la triangulaire, les amis, si vous connaissez pas, c'est en gros, lors les législatives, vous avez 3 candidats qui ont à peu près au même score. Et donc, ça se départage entre les 3. La plupart des cas, ils font des accords. Ils magouillent les résultats. Et je pèse mes mots. Il y en a un qui se retire pour laisser son électorat voter pour la personne qui, forcément, va l'arranger. Et après, il s'arrange derrière pour les postes et pour d'autres choses. D'accord? C'est uniquement de la magouille. Je suis désolé. À partir du moment où tu es un triangulaire pour le respect des gens qui se déplacent pour les voter, on ne doit pas pouvoir se retirer au profit d'un autre candidat. Vous avez une triangulaire, vous assumez. très clairement, ça s'appelle un déni de démocratie. Mais totalement. Sauf que c'est légal. Et ça, c'est D'accord. inacceptable. Et d'ailleurs, si je rappelle que si vous avez un petit peu de mémoire, les amis, premier tour, les dernières 2022. législatives. Pardon? Bah, j'allais dire 2022 aussi quand Ah, les dernières. Non, les dernières, c'était 2000. il y avait 2022 aussi quand Après dissolution. Marine Le Pen, elle était en tête, elle allait gagner le second tour et la LFI et la LR, ils se sont mis d'accord pour leur faire barrage et ils ont perdu. Mais du coup, en fait, ils ont pas tenu compte de la majorité que le peuple avait décidé que c'était eux. Donc, c'est un déni total de démocratie. Donc, en fait, on n'est plus en démocratie depuis bien, bien longtemps parce qu'on n'est pas pris en compte de ce qu'on dit. Sur les dernières législatives, ce que je voulais dire, c'est que vous vous souvenez, au premier tour, c'était le RN qui était largement en tête. Macron n'a pas du tout apprécié, LFI n'ont pas du tout apprécié, donc ils sont arrangés. Ce qui fait qu'on a une cohabitation à la con maintenant, parce qu'au second tour, ils se sont arrangés, comme je viens de le dire, avec Raphaël Arnaud, avec Gabriel Attal, entre autres, hein, parce qu'il n'y a pas que, hein, parce que l'Assemblée n'a pas tourné à cause de ces 2 trucs-là, mais en fait, ils ont mis une stratégie en place pour lutter contre le RN, et au final, le RN n'a pratiquement plus de place, alors que proportionnellement, la plupart des gens votaient pour eux. Donc en fait, ils ont pissé sur 11 millions d'électeurs. Et à mon avis, ce sera beaucoup plus à la prochaine élection à cause de leurs conneries d'ailleurs, à mon avis. Même si, encore une fois, ça me réjouit pas ou voilà, j'ai pas d'avis par rapport à ça. Mais je trouve quand même que juste pour le respect des lois, le respect des Français, ce qu'ils ont fait, c'est inacceptable. Et juste pour ça, ils devraient être empêchés d'être réélus en fait. Mais Ils pourraient pas avoir représenté. c'est marrant ce que tu dis parce que tu dis que c'est à cause de Gabriel Attal que Raphaël Arnaud existe. Oui. Donc en fait si on regarde un aspect plus avec un œil extérieur et on prend un peu de recul, la Macronie est quasiment responsable de tout ce qui arrive de mal dans ce pays. La Macronie est responsable du meurtre de Quentin. La Macronie est responsable de la création et de la montée de la violence des antifas. Ah bah tu peux arrêter le podcast ici et puis j'en ai parlé sur les réseaux, t'as fini le jeu. C'est bon. C'était Ouais. ça.
Allez, salut les amis. Mais Non, mais bien sûr qu'il est responsable. et c'est Bien là sûr qu'il est que je dis, est-ce que du coup, s'ils sont responsables de ça, les mecs sont pas débiles, même s'ils sont horriblement sans scrupules, ils sont pas débiles, ils savent ce qu'ils font. Donc, est-ce que tout ça, au final, n'est pas voulu? Est-ce que la guerre civile qui nous attend, et on est vraiment aux portes de la trouver, est pas voulue, comme je le disais au début, d'une guerre gauche-droite, et comme ça, les élites font ce qu'ils veulent derrière? Parce que les politiques, qu'ils soient gauche, droite, mon cul, à la fin, ils mangent tous à la même cantine, hein. Et ils sont payés par le même argent que nous. Donc, en fait, le système leur profite à eux tous. Donc, aussi vertueux qu'ils soient, ils veulent pas perdre tout ça. Donc Non. eux, s'il y a une guerre, il y en a pas. Mélenchon, il ira pas se battre. Hein. Raphaël Arnaud, il ira pas se battre. Il ira se cacher avec ses mocassins sans chaussettes là, puis ça ira chialer. Mais est-ce que tout ça n'est pas voulu? Ah bah, tu enfonces une porte ouverte. Bien évidemment que c'est voulu. Bien évidemment. On le sait, hein, c'est la division qui rend le pouvoir plus fort. Si demain on était, alors je vais me considérer pour le coup comme opposant politique et j'en suis très fier. Si tous les opposants politiques, tous bords confondus, étaient réunis dans un seul parti, Macron il aurait personne, hein. Il aurait que sa famille avec lui, hein. C'est tout, hein. Si Il tout le serait monde deux. entendait. Ouais, il serait deux, hein. Il serait deux et demi, hein. Avec Brigitte, avec Brigitte, il serait deux et demi. Non mais je veux dire, il y a un moment donné, tout est voulu, tout est fait, tout est manipulé, et j'arrive encore pas à comprendre que les gens se disent oh non, mais c'est pas grave, on va quand même voter pour lui parce que c'est le moins pire des extrêmes ou parce que non, mais c'est lui qui est au pouvoir depuis 10 ans bientôt. Ça, C'est lui qui le met dans l'Europe. c'est très C'est grave de dire factuel. on vote pour le moins pire plutôt que se dire on va essayer de changer les choses nous-mêmes. Je trouve ça incroyable. Bah, LAB, ça fait des années que c'est comme ça, hein. Non, mais je sais Les bien. gens votent contre, hein. Ils votent Mais pas pour, hein. maintenant, les amis, maintenant qu'on a fermé ce cassage de cul de Raphaël Arnaud, maintenant pour faire une conclusion de cette chronique, j'ai envie de dire que la force je le dis en toute modestie, mais la vraie force, je pense, d'opposition qui existe maintenant, c'est le citoyen patriote. Et je le dis avec beaucoup de modestie, hein. Je suis pas en train de dire qu'on est meilleur, qu'on est machin tout. Je vois qu'en 1 mois et demi, 2 mois, comment on arrive à fédérer, comment on arrive à se faire remarquer sur les réseaux, à quel point notre ascension va vite, à quel point on fait peur. Qui peut s'asseoir à notre table là, en tant qu'association ou parti Ah bah quand d'opposition? On même. n'est pas vraiment un parti, mais qui peut Ouais. s'asseoir en disant ça fait 2 mois que j'existe et je fais déjà déplacer des députés LFI parce qu'ils ont peur. Il y a déjà des élus de droite qui veulent nous rencontrer parce qu'on les intéresse. Il y a déjà des gens qui nous appellent pour demander si on veut pas travailler avec eux. Qui peut s'asseoir pour dire la même chose au bout de 2 mois d'existence? Et on a 3000 membres. Enfin, tout confondu entre adhérents, militants et ambassadeurs, on est à plus de 3000 en 2 mois. On a un site internet, si je dis pas de bêtises, qui cumule en 2 mois, on doit dépasser les 60 000 visites, 50 000 visites, un truc comme ça? J'ai pas le taux. Justement, je voulais regarder avant et j'ai pas le total, moi. Je sais pas si toi, tu peux le voir. Moi, je l'ai pas. Moi, j'ai que toi. Le total, je peux te le dire bah, j'aurais peut-être pas le total sur, Depuis décembre. attends, si je peux avoir peut-être depuis décembre, tu veux? Bah, depuis le 15, ça a été lancé le 16 décembre, je crois. Alors, non, je peux faire que les 30 derniers jours, Là, nous aussi. malheureusement. 30 derniers jours sur le site, on est là à 15 000 visites. Sur le site, sachant que le premier mois, on a fait combien? 40 000? Ouais, c'est pour ça que je te dis, on était entre 50 et 60, donc je suis pas loin. Je suis pas loin du tout. En termes d'adhérents, en membres, t'en as combien en membres? Je crois qu'on est à 2-3 000. Ah oui, on a fait les comptes avec Mister Kev la dernière fois, donc entre les militants, les ambassadeurs, les adhérents et ceux qui sont sur le site, qui partagent et tout ça, on doit être 3000, ouais, en 2 mois. 3 000 en 2 mois, vous imaginez? On a lancé une pétition pour dissoudre la France Insoumise, j'ai dit encore une fois. Là, je pense qu'à l'heure où on parle, elle a dépassé 21 000 signatures en 2 jours. Même pas 2 jours. Elle aura 2 jours demain. Non, ou elle a eu 2 jours là, il y a 1 heure. Je sais plus. En tout cas, non, on a une vraie force de frappe et ça, c'est plutôt agréable. C'est plutôt agréable. Et on commence à avoir beaucoup d'ambassadeurs. Et ça nous fait énormément plaisir. Donc, on prend des gens connus, des gens pas connus. Après, si vous avez une force de frappe sur les réseaux, évidemment que ça sert un petit peu plus parce que ça sert la cause. Mais si vous en avez pas, c'est pas grave. La plupart de nos ambassadeurs, là, pour l'instant, ils sont pas trop connus sur les réseaux, mais moi, vous savez que je suis fan de l'Empire et on aime bien marcher à la méritocratie. Pas de dire tu pèses, on a besoin de toi même si t'es le roi des cons. On n'aime pas ça. Toi, à l'image de John qui est en fauteuil roulant, qui a pas de vue, à l'image de Lucas qui est un tout jeune homme qui est encore un gamin, qui pourrait être mon fils d'ailleurs. À l'image de Tonio, ces mecs-là ont pas de visibilité sur les réseaux, mais en fait ils ont un courage politique
ils représentent des belles valeurs, donc on a voulu leur donner leur chance de le faire. John, je vois, il a un courage de malade mental. Il est en Tous, fauteuil, il est tout seul, à chaque tous. fois il prend le train, il te fait un Slav France tout seul. Mon gars, il a une paire de burnes beaucoup plus grosse que la plupart des gens que j'ai rencontrés, je peux te le dire. Ah, tous, on est très fiers de tous les gens qui travaillent avec nous, parce qu'en fait, c'est un vrai travail, en fait. Comme je l'ai dit à une responsable politique dont je tairai le nom, on prend ça vraiment au sérieux, en fait. On n'est pas là pour enfiler des perles ou pour faire des vues sur les réseaux, parce qu'on en a absolument rien à carrer. On n'a pas besoin d'association pour faire ça, puisque à nous 6, on a chacun notre vie sur les réseaux, on n'a même pas besoin de ça pour ça, donc on Puis on fait gagne pas de ça. l'argent en plus. Nous, on gagne rien à faire ça. On fait tout Ah non, non, on gratuit. gagne rien. Ah non, non, il y a 0 argent en jeu les gars, hein, donc on fait pas du tout ça pour l'argent. Par contre, on fait ça pour nos convictions. On fait ça pour, notre envie de mieux, de plus et notre envie surtout d'unifier la droite. C'est surtout ça, on veut unifier les gens, donc c'est pour ça que je l'ai fait sur GPTV dans la matinale, qu'on a faite, tous ensemble avec Mag, lundi. Je le redis, si vous êtes créateur de contenu, si vous êtes influenceur, même simplement vous partagez nos idées, rejoignez-nous, lescitoyenpatriotes.org. Il y a J'essaie de le mettre là. Tu le mettras là. Il y a un poste et une place pour tout le monde. Vous n'êtes pas seul. La majorité silencieuse doit se réveiller. On doit arrêter d'être complètement piétiné par cette minorité bruyante qui casse les couilles à tout le monde. Stop. Maintenant, la récréation, c'est terminé, les amis. Donc, on a besoin de vous. Vous venez. Vous serez très bien accueillis. On va vous donner une tâche. Vous verrez, vous ne serez pas tout seul. On va vraiment vous accompagner pour aller vraiment le plus loin possible. Les gens, et pour répondre parce que je reçois quand même des milliers de messages, beaucoup de gens me disent, ouais, j'ai peur de m'exposer, etc. Vous serez exposé que si vous êtes ambassadeur. Là, c'est une prérogative chez nous. Si vous êtes ambassadeur, vous devez assumer, vous devez montrer votre visage face cam. Mais si vous êtes militant et adhérent, vous ne serez pas exposé, vos noms ne seront pas divulgués. Vous pouvez faire votre combat sur les réseaux en repartageant, etc., en aidant au mieux la cause. Mais justement, vous ne serez pas exposé. L'exposition, c'est un choix. On vous l'imposera jamais. Donc, n'ayez pas peur que vos noms sortent, etc., et que vous soyez cloué au pilori de la honte pour avoir soutenu les citoyens patriotes. Je trouve ça honteux de le penser. Mais vous serez soutenu et vous serez pas du tout exposé. Et nous, ça nous aide parce que ça grossit nos rangs. Ça, si demain on passe à, je sais pas, à 15, 50 000 adhérents, ça commence à peser, même niveau parti politique. Hein. Déjà, je pense que c'est plus qu'En Marche, déjà, largement. Et nous, ça nous donne du poids politique derrière pour faire bouger les choses. Et je tiens à préciser pour ceux qui sont encore là, à ce moment de la vidéo, on a un service juridique, on a des avocats, on a un système d'ordre, système de pas d'ordre, mais un système, de Sécurité. protection, de sécurité, merci. Lors de nos manifestations, on est équipé, dans le sens alors attends, on est équipé dans le sens en communication, on a des arguments, on n'est pas équipé dans le sens armes, tout ça. Commencez pas à vous emballer. Ah, parce que tu sais, je dis un truc comme ça va partir, ils ont des calages, tu sais. On Non, a un char d'assaut. pas du tout, pas du tout. On est équipé dans le sens où on sait ce qu'on fait, on est organisé, on est structuré. C'est dans ce sens-là que je voulais dire ça. On a des pas un programme, mais on a quand même des choses à présenter, à proposer, donc on est vraiment, vraiment, vraiment organisé. Ça, c'est important. Non, c'est bien. Puis on utilise les forces et les faiblesses de chacun. Mmh. Tout le monde apporte quelque chose et je trouve ça vraiment bien. 1h40, c'est pas mal, non? On a dépassé, ouais. Je crois qu'on avait fait 1h06, 1h07 parmi. Ah non, je crois qu'on est à 1h30 à peu près à chaque fois, je crois. À vérifier. En tout cas, l'abbé, ce fut un plaisir. Et moi aussi, mon petit bien. C'est toujours un plaisir de te parler, de toute façon. Est-ce que tu as un petit mot de la fin ou on s'arrête sur ça? Sur des rires, c'est peut-être la meilleure conclusion? J'ai le droit de lâcher une caisse ou pas? Non, Ouais. sûrement pas. Passe une bonne fin de journée. À plus l'abbé. À toi aussi, mon Ben. À bientôt, Allez, bisous. bisous. À bientôt à tous.